dit, la seule chose nécessaire au triomphe du mal est l'inaction des hommes de bien. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On vous souhaite de passer un bon vendredi soir à l'antenne de Choix 98.1 Radio X à Québec. Merci d'être là. Grosse annonce ce soir, Christian Page ne se fera pas d'amis chez les chasseurs de fantômes. Je crois que j'en ai aucun. Ah non? Comment ça? Pourtant, t'es si agréable, Christian. Bien sûr, je sais pas. On aime mon... Non, mais qu'est-ce que tu veux? Tu reconnais pas leur travail? Ah non, en fait, c'est pas tout à fait ça, mais c'est bien que tu lances ça un peu comme amorce, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va poursuivre un peu notre réflexion. La semaine dernière, avec Mireille Thibault, on a parlé un peu des maisons hantées, oui. Et comme le soulignait Mireille, et comme moi d'ailleurs, je ne pouvais que surenchérir là-dessus, lorsqu'il y a des manifestations dans des lieux que l'on dit soi-disant hantés, et dans certains cas, certaines de ces manifestations ont été bien documentées. Donc, il n'y a aucun doute que la manifestation, elle est bien réelle. Donc, coup frappé dans le mur, meubles qui se déplacent, bon, etc. Maintenant, dans la culture populaire, on voudrait que ces manifestations-là soient attribuées, soit le fait de fantômes, de revenants qui hanteraient les lieux. Et là, ce que disait Mireille, je ne pouvais que seconder, c'est que lorsque l'on gratte la surface et qu'on essaie de trouver ce lien-là, on arrive difficilement à le démontrer. C'est-à-dire que là, on est réellement dans le domaine de l'interprétation populaire. J'ai un coup frappé dans le mur, donc je voudrais que ce soit mon oncle Albert qui revient de l'au-delà, mais dès qu'on fait un peu de recherche, on s'aperçoit que c'est à peu près impossible à établir ce lien-là. Et bien souvent, ce sont des liens que les gens font pour se rassurer, pour se trouver une forme d'explication, mais dans les faits, on ne peut que se limiter à « il y a eu un coup dans le mur ». Et donc ça, c'était notre première réflexion, donc l'idée de faire intervenir des revenants, donc l'idée du survivalisme dans ces manifestations dites de maisons hantées, il est excessivement ténu. On est vraiment dans le domaine de la croyance. Et notre deuxième réflexion, c'est que lorsque l'on parle de ces phénomènes, c'est vrai qu'on a vu se développer au cours des 10 ou 20 dernières années toute une communauté de gens qui se définissent comme étant des chasseurs de fantômes. Et ces gens-là nous ont habitués à toute une quincaillerie. On les voit débarquer dans ces lieux. Ils ont avec eux toutes sortes d'appareils plus ou moins fantastiques. Et là, on a l'impression qu'ils sont là à nous documenter l'au-delà et que leur analyse et que ces appareils fournissent de l'information qualitative, sinon des preuves irréfutables de la présence de ces manifestations. Alors, comme beaucoup de gens, je me suis moi-même posé cette question, que vaut réellement ces appareils? Que font-ils réellement? Est-ce qu'on peut tirer de l'information qualitative de tout ça? Et d'où vient, bien sûr, l'idée d'utiliser ce type d'appareil? Parce que bien souvent, il faut le savoir, ce sont des appareils qui ont été détournés de leur sens premier, de leur objectif premier. Donc, on prend un détecteur de champs électromagnétiques dont l'objectif est de détecter des champs électromagnétiques. Et là, soudainement, ça devient un détecteur d'entités. Donc, comment on fait ce pas de l'un à l'autre. Et donc, ces chasseurs de fantômes, je te dirais que je n'ai rien contre les chasseurs de fantômes ou la chasse aux fantômes. Malheureusement, ce qui m'agace là-dedans, et on a l'impression en fait que c'est une réflexion qu'on a amorcée, je pourrais même dire, il y a 3 semaines avec le professeur Serge Larrivé, quand il disait que dans le domaine du paranormal, on détournait le discours scientifique au profit du paranormal. Donc les paranormaleux font ça et les chasseurs de fantômes le font aussi. C'est-à-dire qu'ils essaient de nous faire croire, ils se gargarisent avec une espèce de discours scientifique, ils utilisent de l'équipement technologique et on le sait, on a une tendance dans notre culture occidentale à croire que gadget, que appareil électronique égale science. Hein. C'est une image qui nous est véhiculée par le cinéma, par les médias, donc on s'imagine le scientifique avec ses gadgets électroniques. Et là, comme le chasseur de fantômes utilise ce genre de gadget, on se dit, il doit être scientifique. Mais là, ici, on détourne le discours scientifique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on a un appareil électronique, quel qu'il soit,
que ça devient de la science pour autant. Je dis souvent en blague, on aurait beau donner une calculatrice à un chimpanzé, on n'en fera jamais un mathématicien. Donc, c'est exactement la même chose qui se passe ici. On a des gens qui utilisent le discours scientifique, ils essaient de nous faire croire qu'ils font de la science, ils utilisent de l'équipement, et on verra plus tard que vaut réellement cet équipement-là, mais surtout, ultimement, ils détournent le discours scientifique, ils essaient de nous faire croire qu'ils font de la science. Et je te dirais, Yannick, si ce n'était qu'une minorité des chasseurs de fantômes qui faisaient ça, ben je dirais, basta, on passe à autre chose, puis écoute, ça vaut même pas la peine de s'arrêter à ça. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. En fait, je sais un peu pourquoi. Dans le domaine du paranormal, on aime se valoriser au nom de la science. Hein, on aime bien dire on a une approche scientifique, on fait de la science, on est scientifique, que ce soit pour chasser les fantômes, que ce soit pour chasser les ovnis. On aime bien se valoriser au nom de la science. Malheureusement, sur le terrain, ces gens-là n'appliquent à peu près aucune règle scientifique. Et quand on leur présente le fait, on les met devant le fait accompli qu'ils utilisent uniquement un langage scientifique mais n'en appliquent pas les règles, alors là, ils vont diaboliser les scientifiques ou ils vont diaboliser les critiques. Et c'est malheureusement, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas une minorité, c'est malheureusement une majorité des gens dans le domaine du paranormal qui se forment en association ou en groupement qui font cela. Et là, à ce moment-là, moi, je ne peux pas m'empêcher de monter aux barricades en disant « Attention, on est en train de tromper les gens. » C'est pas vrai. Chasser les fantômes, tant aussi longtemps que ça demeure un divertissement, tant aussi longtemps que les gens disent « Je le fais parce que j'y crois puis ça m'amuse, puis bon, on passe une soirée agréable, entre amis, on va dans un lieu hanté, puis on se fait un peu des peurs. » Tant et aussi longtemps que ça reste dans le domaine du divertissement, à ce moment-là, moi, j'ai pas de problème. Mais à partir du moment où on récupère le discours scientifique et on essaie de faire accroire aux gens que ça, c'est de la science, là, ça devient de la malhonnêteté intellectuelle. Mais il y a pire, et Mireille Thibault l'a souligné la semaine dernière, dans bien des cas, ces soi-disant chasseurs de fantômes qui se réclament au nom de la science nous disent également, nous, on veut aider les gens qui vivent des phénomènes paranormaux. On veut venir en aide à ces gens-là. Mais là, évidemment, c'est excessivement pernicieux parce que, imaginons qu'on a une dame qui croit qu'il y a des entités chez elle, et là, soudainement, des chasseurs de fantômes arrivent, ils ont absolument aucun esprit critique, elle leur fait confiance, hein? Elle voit ces gens-là débarquer avec leur équipement, et avec une espèce de discours scientifique, elle leur fait confiance, et là, ces gens-là vont l'embobiner à tort ou à raison, en fonction de leur croyance, qu'il y a des entités chez elles. Donc, au lieu finalement de l'aider et d'essayer de trouver une explication rationnelle, ils ne vont finalement que l'enliser davantage dans des espèces de croyances un peu morbides, fantaisistes et augmenter un stress. Donc, ces gens-là sont loin, très loin de venir en aide à ces gens-là. Puis tu l'as dit tout à l'heure, quand ça reste du divertissement et tout le monde s'amuse, puis ça fait des peurs au monde, puis là, les gens disent « on a eu du fun ce soir, c'est parfait ». Moi, ce que je déteste, c'est quand il y a des sommes d'argent qui sont impliquées. Écoute, je mentionnerai pas le groupe, là, mais quand je te dis venir en aide, là, il y a un groupe, par exemple, une dame m'appelle. Bon, ne cachons pas, je fais de la radio à Montréal, et à ce moment-là, j'animais une émission avec Benoît Dutrisac, et la dame nous appelle, et elle est en pleurs. Et elle nous raconte que c'est une pauvre dame, là. On voit qu'elle est embrigadée dans toutes ces espèces de croyances de fantômes et tout le reste, là. Elle croit à tout ça, là. Et là, c'est une pauvre dame, donc avec des revenus financiers excessivement modestes. Et elle nous dit, voilà, messieurs, ma maison était hantée. J'avais des fantômes dans mon appartement. Donc, elle a fait appel à un groupe de chasseurs de fantômes, dont je tairai le nom. Et là, ces chasseurs de fantômes débarquent chez elle. Ils font le tour de l'appartement. Et on dit à la dame en question, vous savez, madame, vous avez effectivement des entités. Et là, ils sortent, ils ont un type d'entité. C'est des shadow people. Là. C'est pas une simple entité, un vulgaire fantôme. C'est comme une classe supérieure, le shadow people. Et là, le type de dire à la dame en question, il dit, vous savez, on voudrait bien vous aider, mais nous, on n'a pas l'appareil pour épurer, pour purifier votre appartement de ces shadow people. Il y a un appareil qui existe, qu'on peut se procurer aux États-Unis, mais il coûte 300 $. Alors la dame, la pauvre dame en question, elle est tellement comme perdue dans tout ça, dans tout ce discours-là, qu'elle ouvre son porte-monnaie et donne 300 $ à ces chasseurs de fantômes, qui évidemment empochent le magot, et il quitte, et elle n'aura plus jamais de nouvelles.
Et ces gens-là ont un site web. Elle va communiquer avec eux, va tenter d'avoir une réponse. Qu'arrive-t-il? Qu'est-il advenu? Allez-vous venir continuer? Elle ne recevra jamais aucune réponse. Et à ce moment-là, il nous demande, à moi et du Trisac, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, messieurs? Bon, tu comprends, nous, on n'est pas JE, on n'est pas là pour faire un procès à ces chasseurs de fantômes sur la place publique, mais tu as compris que c'est tout à fait triste de voir une situation comme ça. La pauvre dame, un peu naïve, s'est laissée embobiner par ces chasseurs de fantômes. Et ce n'est pas la seule. Hein. Je pourrais te raconter des histoires comme celle-là. On m'en raconte régulièrement. Pas plus tard que ce matin, Christian, j'ai entendu une entrevue à la radio, à mon ancienne station de radio où je travaillais en 2006, en Beauce. Il y avait un individu qui était en entrevue. Son nom, c'est Jean-Pierre Garand de Saint-Georges. Lui, il est convaincu que depuis qu'il a commencé à correspondre avec des femmes de la Côte d'Ivoire, c'est son histoire, c'est qu'il est convaincu qu'il est victime de sorcellerie. Okay? Il en est persuadé. Il s'est marié une première fois en 2014, puis il prétend que sa femme lui a jeté un sort qui le fait énormément souffrir physiquement. Les médecins ont essayé de faire des tests sur lui. Ils ont été incapables de déterminer sa maladie. Il a fait venir des prêtres chez lui. Il a fait venir des médiums qui ont vu des entités dans sa maison. Donc, tu comprendras qu'il y avait des sommes d'argent probablement impliquées. Et il a raconté qu'il a fallu une cérémonie de 2h30 pour libérer les âmes errantes. Puis j'ai même un extrait à te faire entendre, cher ami. Écoute ça. Il est venu chez moi avec une dame qui est médium puis qui voit des entités. Et là, il est venu faire une messe qu'on appelle une messe des générations. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font, les Africains? Certains Africains, ils prennent des photos de toi. Ils vont voir des sorciers ou des marabouts qu'on appelle. Et là, ils font des incantations sur toi. Ils font des messes noires. Et puis, mettons la photo de toi, la photo de ta maison. Ils vont faire de la sorcellerie. Donc, le monsieur est convaincu, lui, qu'il est victime de sorcellerie. Puis là, tu vois qu'il s'est marié une première fois. Elle lui aurait jeté un sort. Et là, il s'est remarié une deuxième fois en 2016 avec une deuxième Ivoirienne. Puis celle-ci l'a arnaqué pour 150 000 $. En 2018, il a hébergé un ami sénégalais qui lui a également fait de l'argent, fait perdre de l'argent. Et finalement, le vent a tourné, Christian. Il s'en va en juillet rencontrer une troisième femme ivoirienne avec laquelle il va se marier. Effectivement, on est toujours un peu surpris de voir ce genre de situation. Et bien sûr, il y a à l'extérieur, il y a ces requins qui sont là, qui n'attendent que le moment de pouvoir attraper un bon poisson pour bien comme il faut le ferrer et le détrousser de son argent. Ça t'a coûté 150 000 $, puis tu comprends pas encore. Voilà, mais bon. Et c'est des phénomènes qui sont réguliers dans le domaine du paranormal. Il y a tout un commerce qui se développe autour de ça. Et puis, malheureusement, on a beau essayer de prévenir les gens, essayer de leur expliquer qu'il faut faire preuve excessivement de modération. Parce que il faut toujours savoir, Yannick, que moi, je n'ai pas la réponse à tout. Puis je peux pas prétendre que mon approche est la meilleure. Tu comprends? Il y a des gens, comme encore aujourd'hui, j'ai eu une espèce de débat où des gens me disaient, presque en m'insultant, que j'étais un imbécile parce que il y avait d'autres approches spirituelles, ésotériques, mystiques. Ça m'intéresse pas. Tu comprends? On m'envoie des vidéos sur la conscience et le type dit « Les plantes ont une conscience et je fais de la cuisine sacrée. » Ben parfait, mon homme. Si ça, c'est ton approche à toi, tu aimes ces approches ésotériques, mystiques, etc., parfait. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un journaliste qui m'intéresse, c'est de dire est-ce qu'il y a des faits que je peux vérifier comme journaliste, comme enquêteur, comme un policier? Est-ce qu'il y a des faits que je peux vérifier? Et à partir du moment où j'ai des éléments que je peux vérifier, sur lesquels je me penche et je trouve très curieux parce que je ne trouve pas d'explication, je vais interroger les scientifiques. Est-ce qu'eux ont des explications? Et si on n'en a pas d'explication, j'ai pas d'explication, je me sens pas méprisable pour autant, puis je me lancerai pas dans une espèce de délire mystique, ésotérique et commencer à prétendre que les plantes ont des consciences. Je ne sais pas si... Ça se peut que les plantes ont des consciences, mais j'ai pas vu beaucoup d'études qui semblaient démontrer que ma feuille de lotus dans le coin chez nous avait une grosse conscience. Ma grand-mère doit être en train de te mépriser présentement parce qu'elle parle à ses plantes. Ça se peut, ça, qu'elle parle à ses plantes. Mais la plante consciente, j'ai un peu de difficulté avec ça. La bonne nouvelle, c'est que les plantes, ils n'ont jamais répondu. Non.
Mais bon, écoute, il y a toutes sortes d'approches. Tu comprends? Mystique, ésotérique, tout ça. Bon, il y a des gens qui vont là-dedans, puis ils sont satisfaits de ça. C'est parfait. Moi, ce type d'approche ne m'intéresse pas. C'est clair. Donc, ça donne rien de m'envoyer des vidéos puis me dire, bon, voici, j'ai une vidéo où quand le cristal de roche nous parle. Ben, parfait. Je veux dire, bon, c'est pas mon approche, c'est tout. Et je trouve que les gens qui souvent vont se laisser bercer dans ce genre d'illusions et de croyances deviennent des cibles faciles pour ces espèces de requins à l'extérieur qui sont prêts à exploiter toutes les faiblesses de ces gens-là. Et ces gens-là, bien sûr, ne demandent pas une preuve, disons, irréfutable. On joue toujours sur des espèces d'interprétations. Je passe mes mains autour de vous. Avez-vous un sentiment de vous sentir mieux? Bien sûr la personne va dire oui, c'est de l'autosuggestion. On connaît tous ces mécanismes-là, mais les gens se laissent facilement berner par ces exploiteurs. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup dans le domaine des chasseurs de fantômes. C'est ça qui est triste. Et c'est pour ça que je monte souvent aux barricades pour parler des chasseurs de fantômes, ou même ça peut être les chasseurs d'ovnis ou autres. Ce sont ces gens qui se prennent beaucoup trop au sérieux, qui se valorisent la science et essaient de nous embobiner dans toutes sortes d'histoires. Donc, c'est de ça qu'on va parler. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis dans ce domaine-là. Puis j'y tiens pas non plus. C'est pas un domaine, c'est pas un univers qui me plaît beaucoup. En fait, cet univers-là, le monde du paranormal, Yannick, que ce soit les chasseurs d'ovnis, chasseurs de fantômes et tout ça, c'est une espèce de panier de crabes. Hein? On pourrait faire une émission là, uniquement pour parler un peu du contexte socio-culturel dans lequel ces mouvements-là se sont développés. Et je te dirais que c'est pire depuis les 15 ou 20 dernières années, parce que moi, je me rappelle dans les années 70, quand j'ai commencé dans cet univers-là, les chasseurs d'ovnis, tout ça, on pouvait pas devenir une vedette dans cet univers-là. Ça n'existait pas, les vedettes. Donc, on faisait ça un peu par la bande, ça nous intéressait. La plupart des gens avaient d'autres métiers et ça devenait un hobby. Je m'intéresse comme hobby aux fantômes, je m'intéresse comme hobby aux ovnis et ça se limitait à peu près à ça. Moi, je me rappelle dans les années 70, la seule personne qui gagnait sa vie avec le paranormal, c'était Louis Bélanger. Et Louis Bélanger était professeur de psychologie à l'Université de Montréal. C'est au département de théologie. C'est comme ça qu'il a fait entrer un peu la parapsychologie à l'université, hein, en passant par le département de théologie, parce que faut le savoir, les phénomènes paranormaux flirtent avec le religieux. C'est d'ailleurs une raison également pourquoi la science aime pas trop les phénomènes paranormaux, parce que quand on parle science et religion, ça fait pas bon ménage. Or, de toi à moi, quelqu'un qui dit « j'ai vu un fantôme » et quelqu'un qui dit « j'ai vu la Vierge Marie », ce n'est simplement que le discours qui change, mais le phénomène est à peu près le même. Quelqu'un qui dit « quand je passe, je suis allé voir un guérisseur, il a passé ses mains autour de moi, j'ai senti un mieux-être », ou quelqu'un qui dit « je suis allé à l'oratoire Saint-Joseph et j'ai eu un mieux-être », on est également dans les mêmes eaux. C'est que le discours, c'est le fondement du discours qui change. Et à cause justement de cette proximité entre religion et les phénomènes paranormaux, la science aime pas trop le paranormal. Mais néanmoins, c'est en utilisant cette proximité que Louis Bélanger a réussi à introduire les études en parapsychologie, la psychologie, comme on disait à ce moment-là. C'était un nom que Bélanger avait trouvé pour remplacer parapsychologie, qui faisait un peu vieillot et qui nous amenait trop dans les fonctions de la psychologie. En parapsychologie voulait dire à côté de la psychologie. Alors que dans les faits, ces phénomènes paranormaux, quels qu'ils soient, que ce soit la perception extrasensorielle, la télékinésie, si ces phénomènes existent, ils n'ont peut-être rien à voir avec la psychologie de l'individu. C'est peut-être quelque chose de tout à fait contraire. Donc, Bélanger avait proposé le terme psychologie. Tout ça pour te dire, Yannick, qu'il y avait à peu près que lui qui faisait ça. Et puis les autres, à côté, on était contents de faire nos hobbies, on s'intéressait aux ovnis, aux fantômes, tout ça. Et tout ça a changé, je te dirais, il y a une vingtaine d'années, lorsque la télévision s'est mise à faire des super vedettes du petit écran avec le paranormal. Donc là, on avait arrivé des George Gage, on avait arrivé des groupes comme le TAPS, là, les chasseurs de fantômes de la Nouvelle-Angleterre. Donc, et ces gens-là se sont mis à faire beaucoup de sous, là. Ce sont devenus des vedettes, des Zach Bagans et compagnie. Et là, dans ce milieu-là, tout le monde a regardé ça et s'est dit « Hey, wow, moi, je vais être le nouveau Zach Bagan, je vais être le nouveau George Gage,
je veux être ces gens-là. Je veux devenir comme eux. Je veux être la nouvelle super vedette. Et là, c'est devenu un véritable panier de crabe. Tous les chasseurs de fantômes au Québec espèrent tous devenir la vedette du petit écran, celui qui va avoir son show de chasseur de fantômes made in Québec, qui va être la grosse vedette. Et ces gens-là agissent avec les gens de l'extérieur avec énormément de mépris. Ces gens-là sont hautains. Écoute, mieux vaut regarder ça par la bande que d'être sur la patinoire. Crois-moi, je préfère ma position assis dans les gradins. Donc ce soir, on parle des chasseurs de fantômes. On passe maintenant à l'actualité de la semaine. Il y a une pièce de monnaie qui a été faite à propos de l'incident de Shag Harbor. Et c'est une pièce de monnaie, Yannick. Tu te rappelles l'affaire de Shag Harbor? On en avait parlé l'automne dernier. Donc, c'est un événement qui a marqué l'histoire des ovnis au Québec. Donc, mardi dernier, la Monnaie royale canadienne a mis en vente une pièce de monnaie qui s'est écoulée. On avait frappé 4000 pièces et elles se sont écoulées en quelques heures seulement. En fin de journée, à la fermeture des bureaux de la Monnaie royale canadienne, la pièce était déjà épuisée. Donc, c'est une pièce de monnaie de forme rectangulaire avec qu'on peut, déjà, c'est la deuxième pièce que la Monnaie royale canadienne fait dans ce sens-là. Il y a 18 mois, elle avait produit une pièce de monnaie à l'image d'un autre incident ovni qui s'était déroulé en mai 1967 à Falcon Lake au Manitoba. C'est une histoire qu'on appelle l'affaire Michalak. Donc, c'est un prospecteur minier qui avait vu un objet, s'était approché de l'objet, s'était même mis la tête à l'intérieur parce qu'il y avait une espèce de sas d'ouvert. Il dit, je me suis mis la tête à l'intérieur de la machine, je suis sorti, j'ai touché l'objet, puis là, il y a la trappe s'est refermée, l'objet a décollé. C'est une histoire très importante dans la culture ufologique canadienne, cette affaire Michalak. Donc, il y a 18 mois, le gouvernement, la Monnaie royale canadienne avait frappé une pièce, très, très belle pièce, en forme un peu ovale, et avec une lumière noire, là, une black light. Si tu éclairais la pièce, il y avait des petits éléments dessus qui se devenaient luminescents. Et la pièce également s'était écoulée en quelques heures seulement. Donc, c'est la deuxième fois que la Monnaie royale canadienne frappe une pièce à l'effigie d'un événement à caractère ovni. Et cette fois-là, c'est l'événement de Shag Harbor. Je rappelle, comme on l'a mentionné, nous en avons parlé l'automne dernier, mais cet événement-là remonte au 4 octobre. Et aujourd'hui, on est le vendredi 4 octobre. Donc, ça fait exactement 52 ans aujourd'hui que l'événement s'est déroulé. Donc, ce soir-là, vers à peu près 21h, des gens dans la région d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, vont apercevoir une espèce de boule lumineuse traverser le ciel. Elle se trouve au large, elle va passer devant, par exemple, le port d'Halifax et s'éloigne en direction du sud. Les gens l'observent. Et parmi les témoins, il y a un petit garçon qui s'appelle Crystal. Et c'est d'ailleurs Crystal qu'on avait reçu l'automne dernier, qui depuis est devenu ufologue. L'affaire l'avait tellement marqué qu'il s'est dédié un peu aux enquêtes sur les ovnis. Et il a écrit un ouvrage d'ailleurs sur l'incident de Shag Harbor. Mais lui-même avait été témoin de cet événement-là lorsqu'il avait 10 ou 12 ans. Donc, il voit cet objet, cette sphère lumineuse qui s'éloigne en direction du sud. Et là, donc, on fait un bond. On se retrouve, il est à peu près 23 heures. On se trouve à Shag Harbor. Shag Harbor, c'est un petit port de pêche qui se trouve à l'extrême sud de la péninsule de la Nouvelle-Écosse. Et là, dans ce petit port de pêche, on a deux groupes de gens qui voyagent en voiture. Ce ne sont pas des gens qui sont ensemble, là. Ils circulent dans la région de Shag Harbor, chacun de leur côté. Et là, ils observent dans le ciel une série de lumières ambre, 4 ou 5 lumières ambres, qui semblent être à la base d'un objet sombre dont ils devinent les contours. Et là, ils observent cet objet qui a un angle de 45 degrés et qui semble descendre vers la mer. Les gens se disent, il s'agit peut-être d'un avion en difficulté qui va s'écraser dans la mer. Et là, à ce moment-là, il faut savoir qu'à Shag Harbor, il y a une espèce de promontoire où se trouve une usine de transformation qui s'appelle le Irish Moss Plant. Et les gens, communément, ces gens-là, parce qu'ils connaissent la région, se disent, on va aller au Irish Moss Plant, on va avoir une vue imprenable sur la mer. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils se retrouvent, les uns et les autres se retrouvent au Irish Moss Plant. Et là, ils ont une vue dégagée sur l'océan. À ce moment-là, l'objet en question flotte sur la mer ou évolue juste au-dessus de la mer. Donc, ils peuvent voir ces lumières ambre en dessous. Et sur le dessus, il y a une espèce de grosse lumière plus brillante que les autres qui tournoie un peu comme un phare. Et là, les gens se disent, est-ce qu'il s'agit d'un avion? Est-ce que l'avion est tombé à la mer? Alors, on est inquiet. Alors, on va contacter, faut se rappeler que c'est une période, c'est bien avant l'avènement du téléphone portable. Donc, il y a quelqu'un qui dit, je vais remonter en voiture, je vais aller à la seule cabine téléphonique locale, puis je vais contacter la
la GRC. Ce qu'il fait, il contacte donc la GRC, le détachement de Barrington Passage. Et là, les policiers de la GRC, c'est le 3e ou 4e appel qui rentre en quelques minutes seulement pour signaler la présence d'un petit aéronef qui serait tombé dans la mer. Donc, les policiers se déplacent. Ils se rendent au Irish Moss Plant à Shag Harbor, où là, ils retrouvent les témoins qui sont tous là, regardés vers la mer. L'objet est encore bien visible. Il est à entre 300 et 500 mètres de la côte. Et donc, ils l'observent. Les policiers, avec des jumelles, regardent l'objet aussi. Et là, donc, l'un d'entre eux se dit, bon, ben, je vais contacter les aéroports locaux pour voir s'il y a un avion qui était porté manquant ou qui a envoyé un signal de détresse. Au moment où il se prépare à remonter dans sa voiture, ses collègues qui sont sur le promontoire avec des jumelles en main lui disent « Laisse tomber les aéroports, contacte immédiatement les gardes-côtes parce que l'objet est en train de couler. » Et effectivement, au loin, on voit les lumières qui perdent de leur intensité et tout laisse croire que l'objet est en train de couler à pic dans la baie de Shag Harbor. Vers à peu près, bon, immédiatement, là, on se dit, on est toujours sur l'idée qu'il s'agit peut-être d'un petit aéronef. Alors, on va contacter 2 pêcheurs locaux qui ont des bateaux et très rapidement, on va entreprendre de se rendre sur les lieux de ce, entre guillemets, soi-disant écrasement. Et lorsque les pêcheurs arrivent sur place, avec la GRC, bien sûr, à la demande de la GRC, au moment où ils arrivent sur place, ils sont frappés. Bon, premièrement, il n'y a aucun s'il y a eu survivants ou s'il y avait des passagers, ils n'en trouvent pas trace. Il n'y a aucun débris qui flotte sur la mer. En revanche, l'endroit est recouvert d'une espèce de mousse qui ressemble un peu à la mousse que tu pourrais faire dans ton évier de cuisine avec du savon à vaisselle. Ça ressemble à une mousse très légère, très bulbeuse. Et là, ils essaient d'en ramasser. Cette mousse est comme jaune-orangé. Elle n'a pas d'odeur et dès qu'on la prend dans les mains, elle est très, très volatile et se dissipe très rapidement. Donc, les pêcheurs et la GRC qui les accompagne, les policiers de la GRC qui les accompagnent, vont traverser 4 ou 5 fois cette nappe de mousse, mais sans retrouver le moindre débris. Et vers 1h du matin à peu près, arrive un bateau des gardes-côtes qui va prendre le relais. On est toujours à la recherche de survivants et de débris. On ne retrouve rien. Et aux petites heures du matin, arrive un bateau de l'armée canadienne, le Granby, qui va demeurer sur place jusqu'au 8 octobre avec des plongeurs qui vont patrouiller, en fait, qui vont plonger, qui vont inspecter le fond de la baie de Shag Harbor, toujours dans l'espoir de retrouver des débris de cet aéronef qui visiblement a tombé dans la baie. Et quand je dis visiblement tombé, on le comprend, on a toute une poignée de témoins, à la fois des civils, mais également les policiers qui ont vu à la jumelle l'objet sombrer, là. Donc, on n'est pas ici dans un, qu'en dira-t-on, une rumeur. Là, il y a des gens, des témoins qui ont assisté à l'événement. Mais le 8 octobre, la gendarmerie, pas la gendarmerie, mais l'armée va cesser ses investigations. On va envoyer un rapport assez laconique, d'ailleurs, à Ottawa, en disant, bon, ben, après avoir patrouillé pendant 4 jours, on doit déclarer forfait. On n'a trouvé aucun débris, aucun survivant. Et on n'a aucune idée de quoi il pourrait s'agir, quelle était la nature de cet aéronef. Et vérification auprès des aéroports locaux, aucun avion n'a été porté manquant, aucun signal de détresse n'a été signalé. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agissait, bon, ici, on est clairement en présence d'un objet volant non identifié, hein, si on s'arrête à l'acronyme. Est-ce qu'il pouvait s'agir, par exemple, d'un avion de contrebande, hein, qui n'aurait pas envoyé de signal et qui se serait écrasé dans la baie de Shag Harbor? On se dit, à ce moment-là, on aurait certainement retrouvé des débris ou quoi que ce soit. Donc, l'affaire n'a jamais été officiellement expliquée. C'est devenu un des éléments phares, un peu, de l'histoire des ovnis au Canada. Et donc, la pièce de la monnaie canadienne qui a été mise en vente cette semaine était à l'effigie de cet objet. On voyait, bon, une espèce de soucoupe avec, comme je te disais, avec une lumière noire, une blacklight. On pouvait faire ressortir des lumières ambre qui devenaient plus lumineuses sur l'objet. La pièce s'est écoulée très rapidement. C'est une pièce de 20$. Elle était vendue pour 129,95$. Et comme je l'ai mentionné, ça s'est écoulé en quelques heures. Mais pour les numismates, les collectionneurs, ben, c'est une belle pièce. Et les amateurs d'ovnis, c'est une belle pièce à avoir chez soi. Est-ce que tu t'en es procuré une? Bien sûr, j'ai commandé la mienne que j'attends avec impatience. J'ai déjà en main celle qui avait été frappée il y a 1 an et demi, donc celle de Stephen Michalak. Et elle est dans un de mes curios. Elle a une belle place parce que c'est vraiment une très, très belle pièce. On parle maintenant d'exorcisme sauvage.
Ouais, ça c'est triste, hein, parce que tu sais, on parle souvent des excès dans le domaine du paranormal, bon, le chasseur de fantômes et compagnie, mais bon, on en a de tous les genres. Et l'histoire que je vais te raconter, Yannick, c'est vraiment une histoire assez sordide, là. Je le dis également pour les auditeurs, là, tenez-vous bien parce que c'est une histoire vraiment sordide. Ça se passe le 26 septembre dernier, donc sur une réserve des Premières Nations, en fait la réserve Pasquayaqui, qui se trouve en banlieue de Tucson en Arizona. C'est une réserve où on retrouve une communauté d'Autochtones qui sont de la tribu des Yaquis. Donc, et pour intervenir sur les réserves autochtones des Premières Nations aux États-Unis, c'est le FBI, parce que, bon, les réserves ont un statut fédéral, donc c'est la police fédérale. Donc, le 26 septembre dernier, les agents de la GRC sont appelés dans cette réserve à Pasquayaqui, pour une intervention. Donc, ils arrivent sur place et ils se présentent au domicile d'un certain Pablo Martinez. Bon, tu vas me dire, Martinez, ça fait pas très autochtone, là, mais Monsieur Martinez, lui, n'est pas autochtone, mais son épouse, elle est membre de la tribu des Yaquis. Donc, lorsque les policiers arrivent sur place, Monsieur Martinez a 31 ans, les policiers arrivent à son domicile, le couple est à l'extérieur de la maison, et là, lorsque les agents s'interrogent, bon, qu'est-ce qui se passe? Madame Martinez pointe son mari du doigt en disant, demandez-lui. Et Monsieur Martinez n'offre aucune résistance. Il lève les mains, il les place derrière sa tête. Il dit « je l'ai fait ». Et là, il se laisse menotter. Et au gré de la conversation avec M. Martinez, avec Mme Martinez et l'inspection des lieux, on va découvrir en fait les événements des dernières heures, et ce sont des événements vraiment très sordides. Donc les policiers entrent à l'intérieur, et là, dans la chambre la chambre des maîtres, ils trouvent sur le lit un petit bambin, un petit garçon de 6 ans qui est sans vie. Ils vont tenter de le ranimer, malheureusement sans succès. Ils vont appeler le 911, les ambulanciers, l'urgence vont arriver, ils vont tenter de le ranimer sans succès et les transférer au centre hospitalier où malheureusement, on va constater son décès. On n'a pas le nom du petit garçon, il est dans le communiqué de la police, il n'est seulement mentionné que par ses initiales, et là, on apprend ce qui s'est passé. Le petit garçon en question, depuis à peu près une dizaine de jours, présentait des comportements assez erratiques. Et ce changement de comportement, il est à la fois confirmé par M. Martinez et par son épouse. Donc, on a un petit garçon qui soudainement avait des troubles a commencé à présenter des troubles de comportement. Et là, voilà que dans les dernières heures, M. Martinez est arrivé à la conclusion que son garçon était possédé par le démon. Alors, en fin de journée, on est ce 26 septembre, on est en fin d'après-midi, il est à peu près 16 heures, il décide de donner le bain à son garçon, et il y a un autre petit garçon, un peu plus jeune, bon, la victime a 6 ans, il y a un autre petit garçon à la maison qui a à peu près 4 ans et demi, qui est confié aux soins des Martinez, et là, M. Martinez décide de donner le bain aux enfants. Donc, il les amène dans la salle de bain, fait couler le bain, les place dans la baignoire, et là, Madame Martinez, pendant ce moment-là, comme je le mentionne, on est en fin d'après-midi, elle est dans la cuisine, elle prépare le repas du soir, et là, soudain, elle entend une espèce de brouhaha, un vacarme, un enfant en pleurs court dans le corridor, c'est le petit garçon le plus jeune, celui de 4 ans et demi, qui est sorti en trombe de la salle de bain, elle entend la porte de la salle de bain qui se referme, avec le bruit du verrou qu'on met en place, elle tape dans la porte, elle demande à son mari d'ouvrir, il y a résistance, finalement, à force de frapper dans la porte, elle réussit à entrer. Et là, écoute, M. Martinez s'est penché sur la baignoire, il tient son garçon de 6 ans, et là, l'enfant a le visage tourné vers le ciel, là, et il a placé la tête de l'enfant sous le robinet d'eau bouillante. Ah. Il tient la tête de l'enfant sous le débit d'eau, le débit du robinet, et l'eau bouillante s'écoule sur le visage et dans la bouche et le nez de l'enfant. C'est l'image de la noyade de style Guantanamo, là. Tu vois le genre, mais sauf avec de l'eau bouillante. Et là, Mme Martinez se jette sur son mari en l'intimant d'arrêter, et il lui répond non, il faut que je le fasse. Il est persuadé que l'enfant a un démon en lui et que le seul moyen de libérer le bambin de ce démon, c'est en introduisant de l'eau bouillante dans ses voies respiratoires. Et là, donc, Mme Martinez court dans la cuisine, décroche le téléphone,
appelle le 911 et là, c'est l'intervention des policiers qui vont arriver quelques minutes plus tard. Mais malheureusement, à ce moment-là, l'enfant est déjà décédé. À l'hôpital, on va constater qu'il a des brûlures sur 15% de son corps, principalement, bien sûr, visage, la tête et sur les avant-bras parce que, bon, visiblement, l'enfant s'est débattu, a essayé de se protéger. Et M. Martinez est donc arrêté et accusé. Bon, en fait, il sera accusé au cours des prochains jours. Il est toujours détenu par le bureau du shérif du comté. Il sera accusé dans les prochains jours, visiblement, d'homicide involontaire sur le petit garçon. Mais on voit ici à quel point, bon, cette histoire d'exorcisme sauvage, ça fait réagir, c'est choquant. Mais malheureusement, ça se produit trop souvent. Chaque année, c'est des centaines de personnes qui décèdent lors de ce qu'on appelle des exorcismes sauvages. Donc, ces exorcismes sauvages, ce sont des exorcismes qui ont lieu avec des gens qui s'improvisent des prêtres ou des gourous exorcistes et ils décident donc d'entretenir un rituel pour libérer un quelconque possédé des esprits malins qui l'habitent. Et c'est fait, bien sûr, en marge de toute église, en fait, en marge de la religion. C'est vraiment de l'improvisation. Et donc, il faut quand même retenir que des situations comme celle-là, elles se produisent trop souvent, même des centaines de fois chaque année, par des gens qui se disent comme ça, prêtres exorcistes et qui vont procéder à un rituel de ce genre-là. Toujours dans notre actualité de la semaine. Christian, j'ai une question à te poser. Oui. Sommes-nous prêts, Christian, pour les extraterrestres? Sommes-nous prêts pour les extraterrestres? Ésotérisme expérimental? Écoute... Avons-nous une piste d'atterrissage, une base, quelque chose? Les extraterrestres vont atterrir au Mont-Saint-Hilaire. Écoute, cette nouvelle, c'est une nouvelle qui fait réagir et c'est une nouvelle qui donne un peu de l'eau au moulin de ceux qui prétendent que le gouvernement se montre excessivement parcimonieux avec l'information qu'il livre au public sur les extraterrestres en disant les gens vont paniquer, il faut protéger ci ou ça. Donc, si le gouvernement révélait tout ce qu'il sait sur les ovnis, les gens paniqueraient. Alors là, cette nouvelle vient donner un peu de force à cet argumentaire. C'est un commentaire qui a été fait par James Green, qui est un astrophysicien. En fait, c'est pas le moindre, c'est le scientifique en chef de la NASA. Et c'est lui, notamment, qui est en charge du programme d'exploration martien. Et ça, James Green a déclaré cette semaine qu'il était persuadé qu'au cours des 2 prochaines années, on découvrirait de la vie extraterrestre. On est, dit-il, à la limite de découvrir cette vie. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des petits hommes verts, là, mais il dit on va découvrir de la vie. Là. On parle déjà de nouvelles sondes qui vont atterrir courant 2021 sur Mars. Ces sondes seront équipées d'instruments qui permettront de creuser la surface et on a choisi des lieux d'atterrissage qui sont excessivement propices ou excessivement probables, devrais-je plutôt dire, à l'existence de fossiles qui démontreraient qu'il y aurait eu de la vie sur Mars et peut-être même encore de la vie bactériologique qui pourrait, parce que quand les conditions à la surface deviennent excessivement rigoureuses, la vie, c'est quelque chose qui est très coriace. Et quand à la surface, les conditions deviennent excessivement difficiles, la vie va aller se réfugier dans le sous-sol. Donc, il n'est pas interdit de penser que quelque part dans le sous-sol martien pourraient exister ces formes de vie bactériologiques, microscopiques qui pourraient exister. Et encore cette semaine, la NASA a annoncé qu'elle avait découvert des éléments qui suggéraient encore une fois qu'il pourrait y avoir de la vie sous les glaces qui entoure Encelade, qui est un satellite de la planète Saturne, et tout ça grâce à des informations qui ont été transmises par les sondes des dernières années, notamment je pense que c'est la sonde Cassini qui est passée tout près et qui avait récolté, parce qu'il faut savoir que la glace se fendille et elle crache de ses fentes dans la glace, il y a des espèces de geysers qui crachent de l'eau à plusieurs kilomètres de distance, et la sonde Cassini avait, si on peut dire, renifler ces particules d'eau. Et on a trouvé là-dedans, cette semaine, la NASA a annoncé qu'elle avait trouvé des éléments là-dedans qui semblaient supporter les conditions propices au développement d'une vie micro-organique. Donc, ce James Green dit, je dis pas qu'on va annoncer l'existence de petits hommes verts demain matin, mais il est clair que dans les 2 prochaines années, il y a de fortes chances pour qu'on découvre de manière irréfutable que la vie s'est développée ailleurs et qu'elle a existé. Et ce qu'il ajoute dans un même souffle, il dit « Je suis
à la fois impatient d'avoir à faire cette annonce, enthousiaste, excité par l'idée de dire, voilà, nous avons enfin trouvé de la vie ailleurs dans l'univers, mais en même temps, il se dit qu'il est excessivement inquiet sur les réactions que vont susciter cette déclaration. Comme il le dit si bien, ce sera un bouleversement à la fois scientifique, philosophique, mais également religieux, parce qu'évidemment, ça va amener toutes sortes de questions sur le plan éthique. D'où vient cette vie? Ça peut même remettre en question, par exemple, sur le plan religieux. Dieu a-t-il créé la vie sur la terre? Mais s'il a créé la vie à son image, que penser de la vie qui pourrait exister ailleurs? Donc, tu comprends, on a toutes sortes de préoccupations qui vont à la fois de l'ordre de la science jusqu'à l'ordre du religieux. Et ce que dit James Green, c'est que les sociétés ne sont peut-être pas prêtes à être confrontées à ces grands débats de société, débats scientifiques, philosophiques et religieux. Donc, ces grands débats qui, justement, que pourrait engendrer l'annonce de la découverte d'une forme de vie extraterrestre. 20h40, on revient. Radio X Files. Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Énormément de commentaires, mon cher Christian, sur ton histoire là, d'exorcisme sauvage. Oui, ça fait réagir. Hein? Ouais, ça fait mal au cœur d'entendre de ces histoires-là. Puis pourtant, effectivement, toi-même, chez Yannick, toi-même, tu as des petits-enfants à la maison. Ouais. Là, c'est comme... ça frappe. La maladie mentale, il joue pour beaucoup, j'imagine. En fait, c'est ça, c'est que ici, là, on a des croyances, mais ces croyances-là deviennent tellement omniprésentes, elles deviennent omnubilantes que la personne n'arrive plus à faire une espèce de tri objectif dans ce qui se passe dans la réalité. Et là, il perd pied complètement. C'est dramatique. C'est une situation qui est tout à fait dramatique. Et dans ma conférence sur les tueurs de l'occulte et dans mon livre sur les tueurs de l'occulte, je parle justement de quelques cas où, effectivement, cette croyance a entraîné des gestes qui étaient tout à fait surprenants, qui ont choqué de manière publique. Hein, on se rappelle, par exemple, les crimes, les plus jeunes peut-être s'en rappellent moins, mais à la fin des années 90, l'histoire de l'ordre du Temple solaire, ça avait beaucoup frappé ici au Québec parce que, il y avait toutes sortes de gens là-dedans. Et on voit que c'était pas essentiellement, on a souvent l'impression dans le cas de mouvements sectaires qui vont finalement se saborder de l'intérieur, comme ce fut le cas avec l'ordre du Temple solaire, on a souvent l'impression que ce sont des gens un peu qui sont un peu des zigotos, des gens qui souffrent de problèmes mentaux. Et pourtant, quand on regarde dans les membres de l'OTS, il y avait par exemple une journaliste du Journal de Québec, Jocelyne Grandmaison, qui était parmi les membres qui ont trouvé la mort. Il y avait des cadres d'Hydro-Québec. Il y avait des cadres, M. Vinet, je crois, qui était un des cadres d'Hydro-Québec. Donc, on est ici dans un univers où les croyances deviennent omniprésentes mais également omnubilantes, au point où les gens n'arrivent plus à faire une espèce de jeter un regard critique sur ce qui se passe autour d'eux. D'ailleurs, le mot secte le dit bien. Hein? Le mot secte, c'est par l'étymologie, dit isolé. Donc, ces gens-là s'isolent du monde extérieur et ils n'ont finalement le pouls de l'extérieur que de ce qui se passe à travers l'information qui circule à l'intérieur du groupement, de la secte. Malheureusement, on ne refera pas le monde avec ça, mais c'est effectivement des situations qui sont toujours très dramatiques et toujours très inquiétantes. Prochain segment, on se dirige vers la technologie des chasseurs de fantômes. Oui, on va recevoir dans quelques minutes, nous allons nous entretenir avec Danny Plouffe. Danny Plouffe est un docteur en physique, donc qui a notamment enseigné à l'Université McGill. Il m'a fait remarquer cette semaine que maintenant, depuis 4 ans, il enseignait au niveau du cégep. Alors que moi, j'avais annoncé qu'il était encore à McGill. Il me dit non, je suis plus à McGill, j'enseigne maintenant au cégep. Il faut le dire également, de toi à moi, Yannick, Danny Plouffe est membre de l'Association des sceptiques du Québec. Donc, on ne peut pas être parfait. Il faut quand même le dire. Mais cela étant dit, avant de s'entretenir avec Danny Plouffe, compte tenu que c'est son domaine d'expertise, un peu la physique et l'utilisation de ces équipements, avant d'en arriver à ça, je vais essayer de mettre un peu la table assez rapidement pour décrire cet univers-là. En fait, d'où ça vient, qui sont-ils, comment ça fonctionne. Donc, qui sont ces chasseurs de fantômes? Je l'ai évoqué un peu plus tôt. Ce sont des groupements qui se sont surtout développés à partir des années 2000 avec l'avènement de télé-réalité du genre
genre chasseurs de fantômes. Donc, ces gens-là ont vu à la télé des émissions comme celle-là où des gens, des petits groupes vont dans des lieux hantés, font de l'investigation. Et là, ils se sont dit, tiens, voilà, ce sont nos... Ils ont accepté, ces gens-là sont devenus un peu leurs vedettes. Ils ont dit, ben voilà, ce qu'ils montrent à la télé, ça a de l'air le fun, c'est intéressant, et moi, je pourrais faire ça. Et là, il suffit de faire un peu, d'aller surfer un peu sur le web pour découvrir qu'il y a plusieurs compagnies qui se spécialisent dans la vente d'objets qui peuvent être utilisés dans ce type de chasse aux fantômes. Donc, pour quelques dollars, tu choisis le kit que tu veux. Ça peut aller de quelques dizaines de dollars à quelques milliers de dollars. Et puis, là, tu t'équipes de toutes sortes d'appareils et te voilà parti pour la chasse aux fantômes. Donc, ce sont des groupements et tous ces groupements-là, je parle au Québec, et on est aujourd'hui, à l'époque, en 1995, il y en avait 0. Aujourd'hui, ils sont plus de 200. Aucun, je le dis bien là, j'insiste, aucun de ces groupements n'est constitué de scientifiques. Aucun. Ce sont tous des gens, des amateurs. Tous ces gens-là n'ont pas de formation académique particulière dans le domaine des sciences qui sont connexes à ce type d'investigation. Ce sont des amateurs, des gens qui s'intéressent. Puis je le dis bien, là, pas nécessaire d'avoir un baccalauréat ou un diplôme, un doctorat pour s'intéresser au phénomène de fantômes. La science, c'est ça qu'elle a de beau. La science, elle est très démocratique. N'importe qui peut faire de la science. Il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat pour en faire. Mais la science, elle a des règles simples. Et ces règles-là, on peut les noter en 5 points. L'observation, il y a quelque chose qui se passe et je l'observe. L'hypothèse, j'émets une hypothèse, comment ça se produit? 3e élément, je valide mon hypothèse. 4e élément, j'émets une théorie pour expliquer comment ça marche. Et le 5e, je publie et forcément, idéalement, dans des périodiques scientifiques, comme l'avait si bien mentionné et insisté, disons, Serge Larrivé. Donc, c'est les 5 règles de la science. L'observation, l'hypothèse, vérification de l'hypothèse, élaboration d'une théorie et publication. N'importe qui peut faire ça, n'importe qui, à condition de suivre ces règles-là. Et si on suit ces règles-là, on fait de la science. Si on ne suit pas ces règles-là, on ne fait pas de la science. Donc, il faut faire attention. Donc, tous les groupes de chasseurs de fantômes, aucun d'entre eux n'est constitué de scientifiques, aucun des membres n'a des formations scientifiques dans des domaines connexes à ce type de recherche, et aucun d'entre eux ne respecte ces règles-là. Aucun. Pas 1, pas 2, pas 3, c'est 0. Aucun ne respecte ça. Et 90% de ces groupes, Yannick, si tu vas visiter leur site web, 90% d'entre eux se réclament de la science. C'est quand même aberrant, là. Aucun, 0 applique les règles, mais 90% disent « nous sommes scientifiques, nous avons des approches scientifiques ». Un groupe, écoute, il y en a qui poussent fort sur le crayon, là. Il y a un groupe au Québec, par exemple, sur sa page d'entrée, dit « à nous 4 ». 4 membres qui sont des avatars. À nous 4, on a assisté à des phénomènes que personne, aucun scientifique sur cette planète ne serait en mesure de démystifier. Là, tu dis, écoute, tu pèses fort sur ton crayon, là. Parce que ça fait beaucoup de scientifiques sur cette planète. Et je serais curieux de voir combien de scientifiques sur cette planète ont été appelés à regarder ce que toi t'appelles des preuves. Je ne suis pas sûr s'il aurait été aussi étonné que toi de voir ces preuves-là. Et plus loin, le même groupe, plus loin, 3 paragraphes plus loin, nous dit « Notre objectif, faire avancer les sciences du paranormal. » Les sciences du paranormal. Écoute, ça fait 42 ans que je suis là-dedans, je ne sais pas c'est quoi. Les sciences du paranormal, c'est quoi? C'est une science dans laquelle les licornes fonctionnent. Tu comprends? La science, là, c'est la même pour tout le monde, là, que tu sois médecin, astrophysicien. La science, c'est la science. Il n'y a pas une science spéciale pour l'astrophysique, puis une science spéciale pour la médecine. La science, elle a 5 règles, je les ai mentionnées. L'observation, l'hypothèse, vérification de l'hypothèse, évocation d'une théorie et la publication. C'est pareil pour tout le monde. Que tu fasses de la physique, que tu fasses de la médecine, c'est ça. Il y a des disciplines scientifiques qui sont associées à des milieux, à des univers particuliers, dont on va dire la recherche, par exemple, les recherches dans le domaine des neurosciences, c'est les sciences médicales. Mais ça reste que la science, que tu fasses de la recherche en neurosciences ou que tu fasses de la recherche en physique, les règles de la science, c'est les mêmes. Donc, quand quelqu'un dit « on veut faire avancer les sciences du paranormal », ben, excuse-moi, Yannick, il est en train de t'entuber, puis dans le pas à peu près, là. Là, dans la science du paranormal, c'est les licornes, les gnomes et les farfadets, là. Ça, c'est de la foutaise à 100%, là. Donc, on voit un peu comment ces gens-là récupèrent le discours, comment ils s'habillent avec ce discours-là pour essayer de nous faire croire que c'est sérieux.
Maintenant, il y a toute cette utilisation du gadget et de l'électronique qui vient ajouter à ça. Est-ce que tu sais, Yannick, d'où viennent ces éléments-là? Pas du tout. Ben, écoute, crois-le ou non, ça vient du film Ghostbusters en 1984. À l'époque où c'est Ivan Reitman qui a fait le film, au moment où Reitman décide de faire Ghostbusters, à ce moment-là, il faut se rappeler qu'à la fin des années 70, début des années 80, c'était un peu l'âge d'or de la recherche en parapsychologie universitaire ou académique. De plusieurs universités avaient des départements de recherche en parapsychologie, tout ça. On s'intéressait. C'était vraiment un moment qui était en effervescence. Donc, Reitman décide de faire le film Ghostbusters. Ah ouais? Il est avec Dan Aykroyd. Dan Aykroyd qui est un passionné des histoires de fantômes. Alors, il va voir ces milieux universitaires et il leur dit vous chassez ça comment des fantômes? Et là, à leur grand étonnement, les gens, les milieux universitaires, les milieux académiques leur répondent on chasse ça avec une caméra. Avec une caméra. Avec une caméra, on le sait pas, on s'en va sur place, puis les gens nous rapportent des événements. On met des caméras, puis on espère qu'on va réussir à filmer la manifestation. C'est simple. Et des fois, il y en a qui vont mettre de la poudre de talc sur le plancher, là, de la poudre pour bébé, là, en espérant que s'il y a un fantôme ou il y a un mouvement, ça va faire bouger la poudre. Alors là, tu comprends que Ivan Reitman se dit « Sacramoune, je ferais pas un film avec ça, moi, là. Je vois mal mes chasseurs de fantômes sauter dans leur ambulance avec 3 boîtes de poudre à bébé. Là, Sacramoune, il faut quelque chose. » Alors, il va inventer de A à Z, il va inventer de l'équipement avec des noms exotiques, là, le catalyseur, machin, électronique, magnétique. Puis là, il invente des gadgets. Ben, crois-le ou non, ce sont ces mêmes gadgets qui, aujourd'hui, sont passés dans l'application des chasseurs de fantômes. Les mêmes gadgets. Là, c'est quand même incroyable de dire tout ça a été inventé pour le cinéma, pour le tape à l'œil du cinéma, et voilà qu'on retrouve ça dans la boîte à outils des chasseurs de fantômes. Il faut savoir que les gens mélangent également le chasseur de fantômes avec sa quincaillerie et une autre discipline qui est aussi associée avec les revenants, qui s'appelle le TCI, en diminutif, qui veut dire la transcommunication instrumentale. Ça, c'est quand même deux choses assez différentes. La transcommunication instrumentale, je ne sais pas si tu as vu, Yannick, le film qui s'appelait Interférence. Oui. En anglais, c'était White Noise. Ouais. Et dans ce film, on retrouve... c'est l'histoire, en fait, d'un architecte dont l'épouse est décédée. Et là, donc, après que sa femme soit morte, à un moment donné, il se fait contacter par un individu qui lui dit « Écoutez, je reçois des messages de votre femme depuis plusieurs mois. » Et là, il découvre que cet individu-là a chez lui toute une espèce de quincaillerie, des magnétophones, des téléviseurs. Et là, il tente de communiquer à travers ces appareils. Il tente de communiquer avec ces entités de l'au-delà. Donc ça, c'est la trame de fond du film White Noise. Et pour beaucoup de gens, en voyant ce film, on découvre un peu qu'est-ce que c'est que cette transcommunication instrumentale. Ça s'est développé à partir des années 50. Ce sont des groupes qui s'intéressaient... Bon, d'abord, l'affaire commence par un type qui s'appelle Frédéric Jorgensen, qui s'en va on est en Suède, à Malbo, il s'en va dans un parc pour enregistrer des sons d'oiseaux. C'est un ornithologue amateur. Et au moment où il rentre chez lui et il écoute les enregistrements, il va noter que entre les chants d'oiseaux, il entend ce qui lui semble être un murmure lointain et il a l'impression que ce murmure lointain, c'est sa mère qui lui parle. Alors, il vient de donner le coup d'envoi à ce qui va devenir la transcommunication instrumentale. Au cours des années qui vont suivre, des gens vont développer des systèmes de magnétophones, ils vont tourner des caméras de télévision vers des écrans de téléviseurs qui sont branchés qui sont syntonisés sur des chaînes où on ne voit que de la neige. Et là, ils espèrent, et ça arrive de temps en temps qu'on a l'impression de capter une image ou capter un son que ces gens-là vont interpréter comme étant des communications avec l'au-delà. Le problème avec cette transcommunication instrumentale, qui n'est pas tout à fait la même chose que font les chasseurs de fantômes, mais on est quand même à peu près dans les eaux qui sont très, très proches. Dans le cas de la transcommunication instrumentale, c'est que la plupart des enregistrements obtenus, qui étaient clairs et précis, ou des images claires et précises qu'on a obtenues, à la fois ces images et ces sons se sont révélés être des fraudes, donc des manipulations volontaires. Et dans les autres cas,
où on avait l'impression d'entendre des voix, il pouvait s'agir de pareidolie auditive, donc on entend une espèce de bruit de fond. D'ailleurs, les chasseurs de fantômes utilisent souvent ça, ils vont dans des lieux hantés et posent des questions. D'ailleurs, c'était amusant parce que j'expliquais, lorsqu'on s'entretenait avec Serge Larrivé, que l'une des démarches dans la science, c'est qu'une hypothèse doit être réfutable. Quand elle n'est pas réfutable, là, tu ne fais plus de la science. Et moi, je me rappelle, j'accompagnais un groupe de chasseurs de fantômes. Ils avaient un appareil qu'ils appellent un K2, et avec des espèces de clignotants, des lumières là-dedans. Et là, le type me dit, on va essayer de communiquer avec les esprits. Alors, il s'adresse aux esprits dans la pièce, avec son K2 en main, en disant, si vous êtes là, faites bouger les lumières, faites clignoter mes lumières. Là, il répète ça 4 ou 5 fois, il n'y a rien qui se produit. Alors, il me regarde et me dit, ils veulent pas communiquer avec nous. Là, j'étais tabarnouche, j'attends une minute, là. Si les lumières auraient bougé, ça prouve qu'il y a des fantômes dans la place. Puis quand les lumières bougent pas, c'est parce qu'il y a des fantômes dans la place, mais qui veulent pas parler avec nous. Tu comprends? Donc là, comment tu peux prouver qu'il n'y a pas de fantômes dans la place finalement? Parce que quand tes lumières clignotent pas, ils sont là pareil, mais ils veulent pas parler. Ils prennent pour acquis qu'il y a des fantômes. Voilà. Donc, tu comprends, ici, on est en présence d'une hypothèse qui n'est pas réfutable. Et là, à ce moment-là, on ne fait plus de la science. Dans le cas de la transcommunication instrumentale, c'est souvent un peu la même situation. On capte des sons et qu'on va interpréter comme étant des communications avec l'au-delà, où on va voir des images sur des chaînes qui ne diffusent rien, et là, on va interpréter ça comme étant des images de personnes qui tentent de nous communiquer de l'au-delà. Malheureusement, ces enregistrements, que ce soit audio ou vidéo, sont faits dans des conditions qui ne sont pas rigoureuses. Donc, on n'est pas ici, on ne peut pas savoir on ne peut pas prétendre que ce n'est pas des images parasitaires qui proviendraient d'une chaîne d'une station de télé locale ou d'une chaîne de radio locale. Donc, c'est excessivement litigieux de s'appuyer là-dessus pour dire voici, ce sont des preuves de l'au-delà. Donc, on a ces deux domaines, la chasse aux fantômes, la transcommunication instrumentale, qui font appel à des équipements dans l'espoir de colliger de l'information ou des preuves pour nous dire voilà, l'au-delà existe. Je tiens tout de suite à dire ici, Yannick, que quel que soit mon discours, je ne peux pas te dire que l'au-delà n'existe pas et que l'âme ne survit pas à la mort. Je ne peux pas te prétendre ça. Par contre, ma conviction personnelle, et on laissera Danny Plouffe en parler lui aussi de ses équipements, mais ma conviction personnelle, c'est que les preuves qu'on nous présente, que les chasseurs de fantômes nous présentent, ou que ceux qui s'appliquent à faire de la transcommunication instrumentale, les preuves que ces gens-là nous présentent comme étant les preuves de cet au-delà ou de ces communications spirites, n'en sont pas. Ça ne veut pas dire que l'au-delà n'existe pas, puis qu'il n'y a pas de fantômes, puis qu'il n'y a pas de ci ou qu'il n'y a pas de ça. Mais les preuves qu'on nous présente n'en sont pas. Elles ne tiendraient pas 5 minutes devant un comité d'experts, soit en regardant dans quelles conditions elles ont été obtenues ou quels sont les instruments utilisés. Très rapidement, ça s'écroulerait comme un château de cartes. Donc, c'est un peu cet univers où on va récupérer du matériel électronique dans l'espoir de se donner d'abord un aspect scientifique. On a l'impression qu'on est scientifique parce que on utilise de l'équipement. Et là, ce que l'on va colliger ou l'information qu'on va colliger avec ces appareils seront éventuellement présentées comme des preuves de l'au-delà. Et on en retrouve abondamment sur YouTube. Et non, YouTube n'est pas un périodique scientifique, au cas où des gens l'auraient oublié. Mais enfin, c'est là où on retrouve ça. Et c'est très malheureux parce que ça, à mon avis, je pense que ça jette un discrédit sur les recherches sérieuses qui se font. Parce qu'il y a quand même des groupes qui font de la recherche sérieuse sur ce genre de phénomène. Et on a reçu à l'émission à quelques reprises, qu'on fait penser par exemple à Mario Varvoglis, qui dirige l'Institut métapsychique international à Paris, qu'on a reçu à quelques reprises à l'émission, qui lui et son équipe s'activent justement à documenter ces phénomènes paranormaux, mais en appliquant bien sûr les bonnes règles de la science. Bien évidemment, quand tu vois toute cette horde, ce cirque de chasseurs de fantômes ou de gens qui s'adonnent à la transcommunication instrumentale, ces gens-là jettent un énorme discrédit sur le travail rigoureux qui se fait d'un autre côté. Exact. 9h02, on fait Radio X.
Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Merci d'être bien branché sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. On vous invite à aller consulter tous nos podcasts qui sont disponibles au www.radiox.com, www.radiox.com ou encore sur notre page Facebook Radio X Files. Christian, on s'entretient maintenant avec le sceptique de l'année en 2011. C'est comme ça qu'il a été nommé. Il se nomme Danny Plouffe. Il est docteur en physique et chercheur à l'Université McGill. Il est au bout du fil. Oui, bonsoir. Bonsoir, Danny. D'ailleurs, c'était assez amusant. Je voulais mentionner qu'on s'était rencontrés la première fois, justement, pour une histoire de chasseurs de fantômes. Il y a quelques années, il y avait l'émission à TVA, JE, qui, dans le cadre d'un spécial Halloween, avait suivi un groupe de chasseurs de fantômes. Et on avait demandé à Danny et à moi de commenter ce que l'on voyait à l'écran. J'avais été plus incisif que Danny, ce qui m'avait valu des commentaires. Pardon? Je suis très gentil, moi. Oui, absolument. Donc, Danny avait fait preuve de davantage, je pourrais dire, de bienséance. Et moi, j'avais été, effectivement, j'avais dit que c'était un peu ridicule ce que l'on voyait là, puis j'avais pas mâché mes mots pour le dire. Danny avait fait preuve de peu plus de courtoisie. Mais enfin, je suis très... Et ensuite, on a fait plusieurs trucs et on a fait, dans le cadre de ma série, L'enquêteur du paranormal, on avait justement abordé, on avait fait un volet justement sur les équipements qu'utilisent les chasseurs de fantômes et quelle est la portée, quelle est la valeur de ces équipements. Et donc, c'est un peu ce même exercice qu'on va se faire ce soir. Donc, Danny, merci d'être avec nous. Bien, merci beaucoup. Et donc, voilà, de façon générale, donc tu connais bien le sujet, tu as regardé un peu ce qui se faisait là-dedans, on a commenté des émissions ensemble. De façon générale, le physicien en toi, quand tu regardes ces chasseurs de fantômes sur le terrain, sans y aller, on verra ensuite les pièces d'équipement qu'ils utilisent, mais de façon générale, qu'est-ce qui t'agace, toi, comme physicien, en voyant ces gens-là sur le terrain? Ben, je dirais pas au départ. Tu sais, moi, je considère que toute affirmation à la base n'est pas ridicule. Tu sais, moi, quand je regarde une affirmation, je me dis peut-être que c'est vrai, peut-être que j'ai tort, ou j'essaie de garder un esprit le plus ouvert possible quand même. Mais c'est sûr que c'est juste que quand je regarde ça, pour moi, c'est tout est normal. J'ai de la misère à voir ce qui est surnaturel. Ce qui arrive, c'est que je vois juste des phénomènes physiques. Je vois juste des phénomènes physiques normaux qu'on voit dans les laboratoires ou qu'on s'attend d'observer en général. Puis, on dit que c'est des phénomènes surnaturels. Fait que pour moi, c'est un peu... Parce que, tu sais, comme si on regarde, par exemple, au film, là, on va comparer Ghostbusters avec ce qu'on voit, tu sais, c'est quand même... ces deux univers sont quand même assez différents. On voit absolument pas le genre de situations qu'on voit dans les films, par exemple. Parce que quand on fait de la chasse aux fantômes, on voit, les seuls phénomènes qu'on voit, c'est ceux qui sont générés par des machines qui sont emmenées par les chasseurs de fantômes. Ouais, le gros bonhomme en guimauve, il apparaît pas, là. Ouais, en tout cas, je l'ai jamais vu encore à Montréal. C'est bien, j'aimais ça en fait, ce que tu mentionnes, Danny, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait croire ou contrairement à ce que les chasseurs, une prétention des chasseurs de fantômes, c'est souvent de dire que dans les lieux, lorsqu'il n'y a pas de présence humaine, par exemple, il ne devrait rien avoir. Et là, ils arrivent avec des appareils qui vont détecter, par exemple, des champs électriques ou des champs magnétiques, etc. Et si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est que dans n'importe quel endroit, il y aura forcément des variations dans les champs électriques ou les champs magnétiques. Et ça ne témoigne pas de la présence d'une entité de l'au-delà. C'est que c'est normal. Il faut que ça arrive là, dans un monde normal. On vit dans un monde quand même technologique. On a des circuits électriques. C'est juste le fait qu'il y ait des courants électriques qui passent dans les fils, déjà, ça envoie du rayonnement électromagnétique. Aussi qu'il y a des circuits qui sont bien faits. Lorsqu'il y a des circuits qui sont bien faits, il va y avoir des courants qui vont aller dans les deux directions. En sorte, ça va en partie canceller les champs électriques, par exemple. C'est que le rayonnement électromagnétique va être plus petit. Mais c'est que des fois, s'il y a des défauts dans les circuits électriques, c'est que ça va émettre plus. Mais ça, donc, c'est que si on s'attend à ce que les fils émettent tant, en temps normal, une certaine quantité de rayonnement électromagnétique, les endroits qui sont mal faits, ils vont en émettre beaucoup plus. Mais les chasseurs de fantômes, eux, souvent, ce que je vois, c'est qu'ils vont interpréter une anomalie comme étant une présence de fantômes, alors que quelqu'un d'Hydro-Québec interpréterait ça comme étant une anomalie dans le circuit électrique, tout simplement. C'est un peu ça, des fois, qui me surprend, tu sais, parce que c'est
même si j'avais fait, je sais pas si tu te souviens, quand on avait fait l'émission, j'avais été surpris un peu. J'avais fait l'hypothèse que ça peut fonctionner, mais juste passer un morceau de métal à côté de leur détecteur de rayonnement électromagnétique, ça faisait activer l'appareil. Juste besoin de bouger un objet en métal, tu sais, c'est pas bouger un objet en métal, c'est pas très difficile, disons, à créer comme phénomène. Ce qui me frappe aussi souvent dans leurs investigations, là on n'est pas là pour faire le procès, mais simplement d'essayer de regarder en fait des erreurs dans la mécanique. On n'a pas de mesure de l'avant-après. C'est-à-dire que moi, je m'attendrais, et on le fait généralement dans n'importe quel domaine, dans un domaine de science, on va essayer de voir, on a besoin d'une mesure étalon, voici avant et voici après. Or, dans le cas des maisons hantées, on nous arrive dans un lieu et on se dit, bon, ben, avant que le fantôme soit là, on peut-tu avoir des mesures sur place qui nous permettraient de comparer le moment où le fantôme est là puis le moment où le fantôme n'est pas là? Mais on n'a pas ça. On a simplement une série, on nous envoie comme ça une série de relevés qui, soudainement, sont l'objet de spéculations pour essayer de nous faire croire à cet au-delà. Mais en fait, moi, je dirais que ce ne serait même pas nécessaire de faire ça. Moi, j'ai déjà suggéré à des chasseurs de fantômes parce que, en même temps, moi, je sais, quand il y a des chasseurs et chasseuses qui veulent communiquer avec moi, ça me fait plaisir de discuter. Je suis pas là pour les critiquer de façon agressive. Je fais des critiques scientifiques, mais je suis pas là pour les juger personnellement, parce que tu sais, souvent c'est des gens qui sont quand même bien intentionnés, c'est des gens qui croient en ce qu'ils font. Mais tu sais, juste par exemple par rapport au rayonnement électromagnétique là, tu sais, on dit que les fils ancrés et tout ça, mais il y aurait une expérience qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait éliminer tous les sources possibles extérieures. Ça serait de mettre les systèmes dans ce qu'on appelle une cage de Faraday. Ou bien idéalement avec un mu-métal. En tout cas, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une façon de créer une cage un peu comme un micro-ondes. Tu sais, le micro-ondes, il va bloquer une bonne partie du rayonnement électromagnétique si on ne le reçoit pas. Il y a un grillage, par exemple, devant la fenêtre. Puis, à partir de ça, ce qu'on peut faire, c'est d'empêcher le rayonnement extérieur de se rendre à l'appareil. Et là, si l'appareil réagit à l'intérieur de cette boîte-là métallique, ça voudrait dire qu'il y a une source qui est impossible physiquement. Qu'on ne peut pas connaître la source parce que à l'intérieur, il ne devrait pas avoir de champ électrique. Ça, on l'enseigne même au cégep. Là. Fait que dans ce temps-là, ben, on pourrait au moins confirmer qu'il y a une source. Parce que avant de conclure qu'il y a une source qui provient des fantômes, il faudrait d'abord démontrer qu'il y a une source qui est impossible physiquement, qu'il y a une anomalie au niveau de la physique. Donc, la physique est incomplète. Parce que nous, en point de vue physique, il n'y a rien dans nos équations qui permet d'inclure les fantômes. Parce que nos lois sont quand même très très bien décrites. Là. Comment est-ce que les charges bougent, là, on sait très très bien. C'est pour ça qu'on connaît, qu'on a plein d'appareils ultra-technologiques. On sait comment que les champs électromagnétiques vont être créés à partir de ça. Fait qu'on comprend très bien la mécanique derrière ça. Il n'y a pas d'ambiguïté. Fait que faudrait créer un phénomène qui est impossible selon les lois qu'on connaît. Puis ça serait une révélation mondiale. Si ça arrivait, là, moi, j'aimerais ça y contribuer parce que ce serait un prix Nobel, tu sais, possiblement. Mais ce que tu soulignes, Danny, écoute, je sais que dans les milieux où on s'est intéressé à ces phénomènes, donc depuis les années 50-60, depuis l'avènement, d'une espèce de recherche en parapsychologie, disons, plus intellectualisée, on a bien sûr cette idée d'utiliser une cage de Faraday, ne serait-ce que pour ou bien faire réagir des appareils ou pour obtenir des enregistrements, parce qu'on le sait que ça a été très populaire. À partir des années 50, il y a eu ce phénomène des voix électroniques. Mais de toi à moi, on le sait bien, toutes les tentatives qui ont été faites d'utiliser une cage de Faraday ont donné des résultats négatifs. On n'a jamais réussi à obtenir un enregistrement d'un phénomène de voix électriques à l'intérieur d'une cage de Faraday. Ça ne s'est jamais produit. C'est ça qu'il faut faire, c'est contrôler. Il faut empêcher toutes les sources possibles. Parce que, je vais donner un exemple. Mettons, dans les laboratoires de physique, des fois, là, il y a des sources de champs magnétiques ou électriques pour les expériences. Puis, pour certaines expériences, il faut que ce soit éliminé. C'est que des fois, c'est la recherche pendant des semaines pour trouver c'est quoi la source. Puis ça prend du temps à trouver la source. Fait que, tu sais, si c'était un fantôme, si les physiciens ont besoin de beaucoup de temps pour trouver les sources de rayonnement électromagnétique, puis qu'on conclut aussi facilement pour les chasseurs de fantômes que c'est des fantômes, il y a quelque chose qui cloche là. Oui. Puis tu sais, je veux dire, on a les meilleurs détecteurs là, ils sont dans les
dans les laboratoires de physique. Ben, les fantômes pourraient se rendre dans les laboratoires de physique puis jouer avec les détecteurs. Ce serait possible parce que des fois, on les met, par exemple, dans des cages pour empêcher le rayonnement extérieur. Mais les fantômes n'aiment pas les physiciens, je crois. En fait, on n'est pas très réputé. Hein. Mais tu sais que moi, souvent, on me dit, lorsque j'ai accompagné des chasseurs de fantômes, je trouvais toujours une explication, ou bien il n'y a rien qui se produisait, puis on me répondait que les fantômes n'aimaient pas les sceptiques. Fait que quand il y a quelqu'un sur place, il paraît que je dégage des ondes négatives qui empêchent les fantômes de se manifester. On pourrait servir de nettoyage pour les maisons qui ont des fantômes. Oui, c'est ça. On fait passer un sceptique et voilà, les fantômes ont quitté la place. Écoute, si on regarde dans les objets qui sont utilisés, les appareils très, très utilisés par les chasseurs de fantômes, l'appareil numéro 1, c'est ce qu'ils appellent un K2, un nom un peu exotique, mais qui est en réalité un appareil qui sert à détecter les champs électromagnétiques. Est-ce que ça, toi, de voir les chasseurs de fantômes utiliser ces appareils, et là, on voit des lumières qui clignotent, ils s'adressent, ils parlent à l'appareil, et là, d'un coup, il y a comme des augmentations, des diminutions. Est-ce que pour toi, le physicien qui voit ça, est-ce que c'est quelque chose de curieux? Oui, en fait, ce qu'il détecte, c'est pas les champs magnétiques, ça va être les variations des champs électromagnétiques. Donc, c'est une fluctuation qu'il va détecter. Il ne peut pas détecter un rayonnement qui est constant parce que sinon, c'est juste le champ de la Terre émet un champ magnétique déjà. Donc, il peut juste détecter les variations. Puis, le K2 est fait pour détecter des variations, des champs électromagnétiques provenant des fils électriques. Les fils électriques vont émettre à une fréquence bien précise. En Amérique du Nord, c'est 60 Hz. Donc, les fils vont émettre un rayonnement électromagnétique à 60 Hz nécessairement. Et les K2 sont faits pour détecter, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'est entre 40 Hz et 10 000 Hz, quelque chose comme ça. C'est que c'est fait pour détecter ça. C'est que, si on voulait éliminer les sources, par exemple, des fils électriques, des fils électriques qui passent, qui viennent au Québec, et il faudrait juste changer comme la bande dans laquelle on peut détecter les rayonnements électromagnétiques. Ça se ferait, là, je veux dire, on peut faire des instruments qui vont aller chercher à peu près dans n'importe quelle bande. C'est des choses que, par exemple, au bac, on fait des systèmes qui va couper certaines fréquences, des trucs comme ça. Fait que ça pourrait se faire. Un ingénieur en ingénieur électrique pourrait facilement faire ça. Fait que c'est juste quelque chose qui est normal. Il faudrait au minimum éliminer l'événement qui vient du courant électrique. Fait que déjà là, c'est pas impressionnant. Là, ça mène juste du bruit. Puis c'est un instrument qui est extrêmement précis. Là. Dans tous les instruments qu'on peut avoir, on serait capable d'avoir des instruments qui vont détecter c'est quoi les fréquences qui sont émises. Fait que en sachant c'est quoi les fréquences qui sont émises, on peut savoir c'est quoi l'empreinte du signal qu'on reçoit. Fait que si on reçoit un signal à 60 Hz, on sait que ça vient du système électrique parce que le système électrique émet à telle fréquence. Les instruments qui vont émettre, les cellulaires vont émettre à d'autres fréquences, on pourrait savoir que ça vient de tel cellulaire. Ou on pourrait savoir qu'il y a telle station de radio qui va émettre parce qu'on peut détecter en fonction des fréquences. Fait que ça existe, ce genre d'instrument-là. Mais j'ai jamais vu une équipe de chasseurs de fantômes qui utilise un instrument qui va aller chercher de la précision. Fait que c'est comme si on faisait exprès pour avoir le moins d'informations possible. Oui. Écoute, Danny, j'entends déjà, par exemple, les chasseurs de fantômes dire « Oui, mais nous, on a enquêté dans une maison abandonnée. Hein. » On pense, par exemple, au Québec, le très légendaire asile de Sainte-Clotilde de Dowerton. Dans cet endroit-là, il n'y a plus de courant électrique. Donc, le système électrique n'est plus en activité. Or, pourtant, ces gens-là disent « On captait quand même des variations dans les champs magnétiques. » Je veux dire, il n'y a pas de fil électrique qui passe de fil qui passe à côté. Il n'y a pas de pylône. En fait, le bâtiment est abandonné et n'est plus alimenté en électricité. Oui, mais autour, est-ce qu'il y a quand même des fils électriques? Ah, ça, il y en a toujours. Oui, bon, il y en a. C'est connecté au système d'aqueduc. Le système d'aqueduc peut conduire l'électricité. Exact. Ensuite, comme je disais, les instruments qui sont apportés, ils apportent toutes sortes d'instruments. Juste, ils ont des instruments en métal. Juste passer du métal à côté, ça va le faire activer. Fait que passer le K2 là, devant moi, je l'avais fait passer devant mettons, un couteau, une fourchette, puis ça flashait. Là. Ouais. Fait que, moi, je me rappelle dans l'émission qu'on on avait été amené à commenter à un moment donné, la caméra est en train de filmer le chasseur de fantômes.
Et là, ben, écoute, il tourne avec une caméra, une grosse Betacam qui a une batterie qui fait à peu près 4 livres derrière la caméra. Et au moment où le caméraman s'approche de l'appareil, évidemment, se met à réagir. Et le chasseur de fantômes regarde la caméra en disant, ben, regardez, vous voyez bien, là, il y a une réaction, c'est un fantôme en direct. Et là, j'ai été comme renversé, mais je dis, ouais, mais là, il y a le gars, le caméraman, il y a une Betacam de 15 livres sur l'épaule avec une grosse batterie derrière. Là. Je veux dire, c'est normal que ton appareil va commencer à réagir, là. Mm-hmm. Non, c'est clair, parce que il y a du courant électrique qui va passer, puis aussi qu'il y a du courant qui va passer, il va nécessairement avoir une émission de rayonnement électromagnétique. Puis ça, à la base, c'est tout le rayonnement électromagnétique, là, tout ce qui est champ électromagnétique ou rayonnement électromagnétique, quoi que ce soit, c'est toujours associé à des charges, OK? Il n'existe pas de rayonnement, c'est soit des charges qui sont en mouvement, qui s'agitent, qui vont produire, qui vont générer ça. Fait que s'il n'y a pas de charge, ça n'existe pas, là. Mm-hmm. Fait que, qu'est-ce qui fera en sorte que les fantômes se comporteraient comme des charges qui oscillent? Oui. Pour moi, c'est étrange. C'est juste étrange comme phénomène. Tu sais, pourquoi ils se comporteraient pareil comme des charges qui oscillent? Ou pourquoi ils se mettraient à faire osciller des charges et où? Et donc, il y a deux possibilités. Soit qu'ils font osciller des charges ou ils émettent du rayonnement comme s'ils oscillaient comme des charges. Puis dans les deux cas, c'est vraiment étrange. Ça serait contre les connaissances qu'on a actuellement. J'ai rien contre le fait qu'on trouve des phénomènes nouveaux. Puis, tu sais, les physiciens, là, les physiciennes, ce qu'ils veulent, c'est de découvrir quelque chose que personne d'autre a découvert. On devient pas célèbre juste en répétant les mêmes choses que les autres. Au contraire, on va devenir célèbre si on lance des nouvelles hypothèses. C'est comme Einstein n'est pas devenu célèbre parce qu'il disait que tout le monde avant il avait raison. C'est en sortant quelque chose qui était très controversé, qui est la relativité. C'était extrêmement controversé à l'époque. Ça a pris du temps à être accepté, mais ça finit par être accepté. Mais il a dû faire des démonstrations, il a dû démontrer que c'était valide, alors que les chasseurs de fantômes, les physiciens seraient ouverts à ça existait, mais juste à la base, leur méthode, ça fait tellement pas très rigoureux que... Un autre gros problème, notamment si on se limite au champ électromagnétique, jusqu'à maintenant, quand on regarde ce qui a été fait par des groupes un peu plus... je pense par exemple dans les années 70 ou les années 80, il y avait des départements de recherche en parapsychologie, par exemple, à l'Université de Los Angeles. Ces gens-là ont fait de la recherche et ils ont publié dans des périodiques plus ou moins scientifiques, mais quand même des périodiques plus rigoureux, des périodiques parfois universitaires. Et jamais on a démontré un lien entre un soi-disant lieu hanté et des variations dans les champs électromagnétiques. Donc, cette interprétation-là, elle est un peu gratuite quand les chasseurs de fantômes débarquent sur place avec des appareils qui permettent de détecter des champs électromagnétiques. La réponse qu'on peut se faire en regardant ça, c'est de dire, bon, OK, parfait, il y a des variations dans le champ électromagnétique, mais d'où vient la source qu'il y a une cause à effet ici, que s'il y a une variation dans le champ magnétique, ça serait lié aux fantômes. Il n'y a jamais eu de périodiques qui ont été dans ce sens-là. Il n'y a jamais aucune étude qui est venue étayer ça. Et moi, si j'allais vérifier la présence de fantômes dans les bâtiments, j'amènerais pas un paquet d'équipements. J'irais, je regarderais toutes les lumières ouvertes. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi que les fantômes ont peur de la lumière? Oui. C'est un argument que j'ai souvent évoqué. Oui, c'est un pas d'yeux. Puis ce qui est drôle, c'est que on utilise des fois des caméras infrarouges pour détecter actifs, des caméras infrarouges actifs pour filmer dans le noir. Mais ça, c'est très l'infrarouge et la lumière visible, c'est presque la même chose. C'est juste que nos yeux sont pas faits pour détecter l'infrarouge. Mais je veux dire, en tant que tel, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Puis, les fantômes, ça leur dérangerait pas d'être en présence d'infrarouge, mais ça leur dérange d'être en présence visible. C'est la même chose physiquement. J'aurais tendance ici, je veux pas faire ma langue sale, mais j'aurais tendance à dire comme mon grand-père me disait tout le temps, dans le noir, c'est bien plus facile de se faire des accroires. T'avais le même grand-père que Boucard Diouf? Oui, c'est ça. Non, c'est clair, là. Je veux dire, nos oreilles vont devenir plus sensibles dans le noir. On va entendre plus souvent. Puis étant donné qu'on ne peut pas interpréter ce qu'on voit, on peut s'imaginer plein de choses. Oui. Si je me promène dans le noir, dans la forêt, puis que j'entends des branches craquer, je pourrais bien me dire que c'est une licorne, puis il n'y a rien qui va infirmer mon hypothèse. Oui. Mon hypothèse à la base que les licornes font du bruit la nuit, ils se promènent la nuit.
c'est pour ça puis il fuit la lumière, ben, je pourrais bien confirmer mon hypothèse juste en observant en écoutant, en entendant des branches craquant en forêt. Des bruits qui craquent, puis si jamais que ça, je pourrais infirmer mon hypothèse. Monsieur Plouffe, il y a Daniel qui vous pose cette question-là. Est-ce que la physique quantique va pouvoir faire certaines trouvailles dans le monde du paranormal? Ben, je pense pas. Il n'y a rien de surnaturel. C'est sûr que la mécanique quantique, c'est étrange, mais il n'y a rien de surnaturel. Ça obéit à des lois qui sont très précises. Il n'y a pas d'anomalie. C'est sûr que quand on ne s'y connaît pas en mécanique quantique, ça a l'air fascinant. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi je suis allé en physique. J'ai étudié en physique parce que je trouvais qu'il y avait des trucs mystérieux comme ça. Puis je m'intéressais même quand j'étais plus jeune, je m'intéressais au paranormal. Fait que pour moi, c'était pas nécessairement loin en termes d'étrangeté. Mais c'est des lois, on apprend les lois, il y a des postulats, puis on applique les lois, puis ça fonctionne de façon très précise. Fait que la mécanique quantique amènera pas plus de chance que n'importe quoi d'autre d'apporter un élément surnaturel, disons. Dans les autres appareils, Danny, que les chasseurs de fantômes utilisent beaucoup, ce sont ce qu'ils appellent, eux, des ghost box. En fait, qui est un scanner d'ondes. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu comment ça fonctionne et comment on peut se laisser facilement duper par ça. En fait, c'était, si je me souviens bien, la Ghost Box, c'était quand ils faisaient un scan, désolé pour l'anglicisme, un scan des postes de radio. Oui, c'est ça. Si je me souviens bien, mais tu sais, c'est quelque chose que je comprends pas. Tu sais, pourquoi que les fantômes décideraient d'utiliser les ondes radio? D'abord, il faudrait qu'ils comprennent comment ça fonctionne, la FM puis l'AM. L'AM, c'est l'amplitude modulée, donc il y a une modulation des fréquences qui sont envoyées, des signaux qui sont envoyés, donc c'est la modulation de l'amplitude, alors que le FM, c'est une modulation de la fréquence du signal envoyé. Bon, si les gens comprennent pas trop, ça m'étonnerait qu'ils comprennent plus quand ils vont être morts. Fait que c'est étrange qu'ils puissent utiliser la technologie AM ou FM pour pouvoir envoyer des messages. Fait que qu'on scanne à la base la radio pour essayer de trouver un signal. Je trouve ça absurde. Fait que ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont se mettre entre les postes de radio pour pouvoir détecter. Mais c'est ça. Comme je dis, pour moi, ça n'a aucun sens à la base au niveau technologique. Puis en plus, c'est que ça permet de détecter, parce que quand le signal est envoyé, mais c'est comme, si les gens ont utilisé les anciens radios avec une roulette, on n'était pas obligé d'être pile sur la fréquence pour pouvoir capter le signal. C'est sûr que ça grichait si on n'était pas pile, mais c'est que les autres, ils vont être entre les chaînes, mais ils vont encore capter le signal des chaînes. Fait que c'est normal qu'ils vont entendre des voix, qu'ils vont entendre des mots qu'ils vont se dire parce que ils vont capter des chaînes radio. Fait que c'est quelque chose que pour moi est un peu absurde de capter, de scanner les postes de radio pour essayer d'entendre des mots puis de dire que c'est des fantômes qui ont dit ces mots-là. Pourquoi? C'est l'hypothèse. Qu'est-ce qui est plus probable en termes d'hypothèse, que le fantôme a décidé de parler en utilisant la même technologie que l'AM et le FM, ou qu'on a juste capté un mot qui vient de la radio? C'est une des chaînes de radio. C'est quelle hypothèse qui est la plus plausible? Oui. Sans compter aussi que ces appareils, les fameux Ghost Box, même s'ils ont un nom un peu exotique, la boîte à fantômes, on comprend bien que non seulement ces appareils vont scanner les longueurs d'onde utilisées par les radios commerciales, comme celle sur laquelle on s'exprime ce soir, mais en même temps, souvent, la bande qu'elle utilise, la bande qu'elle va scanner, qu'elle va balayer, inclut également les bandes qui sont utilisées soit par les radios privées, par exemple les fameux CB, ou même encore les moniteurs de bébés qu'on retrouve dans les maisons, qui vont utiliser certaines longueurs d'onde. Ces fameuses boîtes vont scanner ces mêmes longueurs d'onde, elles vont balayer ces mêmes longueurs d'onde. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, le fait qu'on entende de temps à autre un mot par-ci ou par-là qui est clairement audible, sans compter que parfois dans le bruit blanc, le fameux chut qu'on entend, là, ce bruit de fond, il y a également un mécanisme de pareidolie qui peut intervenir. Donc, on imagine qu'on entend des mots ou des phrases, mais que ce ne sont pas vraiment ça. Et même lorsque les mots sont clairs et audibles, rien ne nous permet d'exclure la possibilité qu'ils proviennent, que ce sont des bruits parasitaires qui proviennent soit d'une station de radio, soit d'un moniteur pour bébé ou encore de l'utilisation d'une CB. Oui, puis tu sais, c'est pas juste qu'ils captent les fréquences, c'est qu'ils captent les fréquences puis les convertissent
selon la technologie AM et FM, là. C'est que l'instrument, il va pas juste détecter la fréquence, il va aussi convertir le signal pour le transférer en son en utilisant la technologie AM et FM. Ouais. C'est ça ici en plus. Puis moi, ce que je me suis dit, là, si les fantômes pouvaient vraiment utiliser la technologie AM et FM, là, pourquoi qu'ils n'iraient pas à radio, tu sais? Oui, une entrevue ce soir à Radio X. On reçoit Monsieur le Fantôme. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi qu'ils ne pourraient pas le faire, tu sais, tant qu'à y être? Oui. Puis, il pourrait juste utiliser, mettons que tu pourrais ne pas l'entendre, les auditeurs pourraient l'entendre, ou il pourrait parler à la radio, là. C'est qu'on pourrait avoir une chaîne surnaturelle avec des conversations avec les fantômes. Qui sont décédés. Ouais. Ça fait qu'on a juste besoin d'ouvrir une chaîne, de laisser une chaîne qui serait dédiée entièrement à eux. Puis ça pourrait être intéressant, mais ça n'arrive pas. C'est ça qui est un peu bizarre, que ce genre de phénomène-là n'arrive pas. Fait qu'encore une fois, pour moi, c'est quelque chose c'est ce qu'on s'attend dans un monde normal qui détecte des messages. Puis là, c'est intéressant. Récemment, j'ai vu un nouvel instrument. Maintenant, c'est des instruments qui vont trouver des mots, qui vont juste donner des mots. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, sur quoi l'instrument se base. Eux, ils disent que c'est des mots qui sont donnés aléatoires, puis qu'ils pensent que le fantôme pourrait interférer dans le système pour décider quel mot qu'il va donner. Fait que les gens posent des questions à la machine, puis la machine donne des mots comme ça au hasard. En anglais, bien sûr. Oui, c'est sûr. Puis là, on interprète ensuite les mots. Fait que c'est une autre façon, tu sais, c'est que c'est normal que l'instrument nous donne des mots. Ouais, c'est fait pour ça. C'est quelque chose que je trouvais particulier, ça, M. Plouffe. Quand on jouait à Ouija, on voulait parler à des gens qui étaient décédés. Parfois même, c'était des acteurs d'Hollywood, puis ils nous répondaient en français. Mais pourtant, c'était des anglais. Quand on est mort, on a le temps d'apprendre des langues. Ah! On devient polyglotte, Yannick. Les fantômes sont tous polyglottes. Oui, mais pour le Ouija, c'est les anciennes techniques. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de jouer au Ouija en fermant les yeux, tout le monde? Non. Oui, effectivement, les réponses ne font absolument aucun sens. Oui. C'est que, tu sais, c'est parce que tu sais pas ce qui est écrit. Bravo, les gars! Faudrait filmer, là, bien sûr, c'est sûr. Ça, on peut pas savoir si ça fait du sens. Mais mettons qu'on filme, là. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui regarde. Ouais. Faudrait essayer. Dis-moi, Danny, quand on regarde cette façon de faire sur le terrain, toi, supposons que demain matin, tu te décidais à dire, bon, OK, je me lance, moi, Danny Plouffe, je me lance dans la chasse aux fantômes. Quels seraient les appareils que tu utiliserais qui auraient le plus de chances de te donner une information qualitative sur le sujet de ta recherche? Parce que c'est un peu ça le problème. Moi, je me rappelle pour avoir posé la question à maintes reprises en disant à des scientifiques, OK, vous feriez quoi? Et quand on parlait des équipements de chasseurs de fantômes, ils me disaient, l'une des règles en science, c'est que si l'appareil ne te donne pas une information qualitative sur l'objet de ta recherche, l'appareil sert à rien. Donc, si on décidait d'aller, moi et toi, on décidait demain matin de partir sur une chasse aux fantômes, quels seraient les appareils qu'on devrait mettre dans notre boîte à outils? Moi, ce que j'amènerais, d'abord, je ferais une enquête sur c'est quoi les phénomènes qui sont observés. Parce que pour moi, se rendre, faire une enquête sans qu'on puisse donner c'est quoi les phénomènes qui se passent, ça n'a pas de sens. Mettons que c'est des portes qui s'ouvrent toutes seules. Ce que je fais, excusez-moi, il y a une porte qui vient de s'ouvrir toute seule. Si jamais, par exemple, c'est une porte qui s'ouvre toute seule, ce que j'irais, c'est que j'amènerais une caméra. Je laisserais la lumière ouverte et tout ça. Et on installerait une caméra devant la porte des deux côtés. Je m'assurerais qu'il y a que les minimums de chances qu'il y ait des gens qui contrôlent les événements autour. Puis on filmerait. J'emmènerais aussi peut-être une enregistreuse pour voir s'il y a des sons. Mais sauf que j'emmènerais une caméra de bonne qualité puis une enregistreuse de bonne qualité. Pas une enregistreuse qui fait du bruit, là. Des instruments de bonne qualité. Puis je pense que ça se limiterait à ça. J'amènerais absolument rien d'autre dans la quincaillerie des chasseurs de fantômes. Ça serait mes seuls instruments. Puis je m'assurerais d'être là aussi pour pas qu'il y ait personne qui triche parce que je suis pas mal sûr qu'il y a des phénomènes de fantômes ou qu'on prétend qu'il y a eu des fantômes, qu'en fait ça a été contrôlé ou ça a été des gens qui ont fait des blagues ou qui ont essayé d'inciter les gens à croire. Fait que pour moi, ça se limiterait à ça. Puis je vois pas d'autres choses que je pourrais emmener. Tu sais.
Ouais. Mais tu sais que ta boîte à outils ressemblerait étrangement à celle de Richard Wiseman, hein, parce que Wiseman, en Angleterre, qui est un des personnages les plus impliqués dans ce type de recherche rigoureuse sur les phénomènes de fantômes, on lui avait posé la question quels seraient pour lui les instruments les plus importants pour une chasse aux fantômes. Il dit un bon magnétophone, puis une bonne caméra, puis ça va se limiter à ça. Oui. Puis en Grande-Bretagne, il y avait une émission des chasseurs de fantômes qui invitait un scientifique, un médium, puis une équipe de chasseurs de fantômes. Puis chacun donnait son avis suite à la chasse aux fantômes. Mais le scientifique ne trouvait jamais rien de très surnaturel. Puis les chasseurs de fantômes, eux, ils avaient des instruments, puis les instruments détectaient des trucs. Puis les médiums captaient des entités. D'ailleurs, c'était amusant parce que l'une des grandes questions, je me rappelle, à un moment donné, j'avais eu une conversation avec Richard Wiseman et Wiseman avait attiré mon attention sur l'aspect du inexpliqué. Hein. Souvent, les chasseurs de fantômes ou les gens dans le domaine du paranormal vont dire, dans tel lieu, il y a des phénomènes inexpliqués. La première question qu'on doit se poser, c'est qui a déterminé que c'était des phénomènes inexpliqués? Est-ce que c'est finalement 3 individus qui, un soir de beuverie, ont entendu une porte claquer puis ils ont déterminé que c'était inexpliqué? Ou est-ce qu'il y a réellement eu une investigation pour essayer d'expliquer, dans un premier temps, les phénomènes rapportés et avant de conclure qu'il y avait de véritables manifestations inexplicables pour l'instant? Donc ça se produit très rarement dans l'univers des chasseurs de fantômes quand on essaie de déterminer qui a jugé ou qui a décidé que les phénomènes rapportés dans un lieu A, B ou C étaient de nature inexpliquée. On arrive rarement à déterminer qui a jugé de ça. Mais tu sais, le qualificatif d'expliquer, c'est toujours relatif aux esprits. Il n'existe pas un phénomène qui en soi serait inexpliqué. C'est toujours soit qu'on est capable d'expliquer, donc ça vient de l'esprit humain. Comme par exemple les éclairs, c'était des phénomènes inexpliqués à l'époque. Et maintenant, c'est expliqué, mais c'est juste une propriété, c'est juste quelque chose qui est caractéristique du cerveau humain. C'est juste là. Fait que s'il n'y a pas personne qui est capable d'expliquer, c'est comme le bruit que vous avez entendu d'objets qui tombaient, s'il n'y a pas personne qui sait qu'est-ce qui s'est passé tantôt, c'est un phénomène inexpliqué. Mais c'est pas grave. Je veux dire, la science fonctionne là-dessus. Je veux dire, les scientifiques recherchent des phénomènes inexpliqués. C'est le but de la science, c'est de trouver les phénomènes expliqués et d'essayer de les expliquer. Moi, ce que je dirais comme commentaire par rapport à ça, c'est la confusion entre le mot inexpliqué et paranormal. Ouais. Les gens confondent les deux alors que ça devrait être deux concepts qui sont aux opposés. Parce que si c'est inexpliqué, c'est qu'on n'est pas capable de trouver d'explication, donc on ne peut pas prétendre que c'est surnaturel. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est surnaturel si c'est inexpliqué? Oui. Donc pour moi, c'est les deux qui sont comme aux antithèses. C'est que soit que c'est inexpliqué, soit que c'est surnaturel. Mais si c'est surnaturel parce qu'on est capable de l'expliquer. On est capable de le décrire. Ça voudrait dire qu'on a trouvé un peu des lois qui sont au-delà de notre monde naturel. Mais même si on trouve des lois qui sont au-delà de notre monde naturel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait pas partie de notre monde naturel. Peut-être que ça fait juste partie de notre monde naturel, puis c'est purement naturel, mais qu'on avait juste on ne l'avait pas découvert, oui. Comme la mécanique quantique, ça avait l'air surnaturel à une certaine époque, mais c'est juste qu'on n'avait pas encore compris les lois en détail. Ouais. Ma dernière question, Danny, tu le comprendras, tu es toi-même dans le domaine des sciences, tu fais ce genre de critique et tu es on ne peut pas être parfait, tu es associé tu es membre de l'Association des sceptiques du Québec. Moi, comme journaliste, je critique beaucoup ce genre de phénomène et on est souvent, nous qui critiquons, que ce soit les gens, par exemple, de la communauté scientifique, que ce soit des organisations, disons, militantes sceptiques, ou que ce soit des journalistes comme moi qui regardent ça de manière un peu plus critique, on est souvent un peu accusé de faire partie d'une forme de conspiration pour cacher l'information. Ou bien on n'a pas l'esprit ouvert, ou quelque part les scientifiques manigancent ou tirent les cordes pour essayer de cacher l'information. Tu réagis comment quand tu entends ce discours-là? Autrefois, les scientifiques, ils croyaient tous aux trucs surnaturels. Si on parle de, je pense, c'est Galilée qui croyait à l'astrologie. Il y a des... je pense que Newton, il était aussi un alchimiste. Autrefois, il y a plein de croyances. Là. Il y a des scientifiques qui croient aux esprits. Il y a des... Houdini, par exemple, il croyait à une certaine époque. Il a essayé de contacter sa mère à l'aide d'un médium. Fait que ça fait partie... dans l'histoire, c'était assez commun de croire ce genre de trucs-là. Puis c'est à force d'enquêter là-dessus qu'on s'est rendu compte que c'était non fondé. Fait que
C'est juste que moi personnellement, j'aimerais ça trouver un phénomène surnaturel. Tu sais, comme si on pouvait démontrer que les fantômes existent. Tu sais, moi, je serais heureux. Puis la plupart des scientifiques sont heureux. Puis comme je dis, c'est que la science, c'est ça le but, c'est de trouver quelque chose qu'on ne savait pas avant, puis démontrer que ça existe. Et ça, c'est le rêve de tout physicien, physicienne et scientifique en général. C'est que pourquoi est-ce qu'on voudrait cacher ça? Tu sais? C'est quoi l'intérêt de cacher ça? C'est le contraire. On voudrait que ça sorte, on voudrait l'étudier. On pourrait avoir des centres de recherche qui s'intéressent à ça, puis ça serait merveilleux. C'est juste que, c'est comme je disais tantôt, c'est qu'on n'est même pas capable de contrôler correctement les expériences qui sont faites dans la chasse aux fantômes, par exemple. Fait que c'est sûr que ça ne sera pas pris au sérieux par les scientifiques. C'est normal, mais on n'a aucune raison de cacher ça. Tu sais, je veux dire, moi, je suis un ancien croyant en toutes sortes de phénomènes. Moi, j'essayais de faire des voyages astro avant. J'ai essayé de faire de télépathie. J'ai essayé de détecter des fantômes. Je pensais que j'avais des extraterrestres à une certaine époque, des ovnis. Finalement, c'est des mouches à feu. Oh, merci. Des lucioles. Non, mais dis-moi. Dis-moi, Danny, quand tu regardes un peu avec les télévisions spécialisées maintenant et la multiplication de genres de télé-réalité où on nous présente un peu une science bon marché, ils n'ont pas peur des mots. Est-ce que tu es un peu inquiet pour l'ensemble de la culture scientifique de manière sociale, là? C'est-à-dire au niveau de notre culture générale, de voir un peu de quelle façon les médias spécialisés font de la télé-réalité avec des trucs comme ça qui essaient de nous vendre ça un peu comme de la science. Est-ce que tu es inquiet un peu de la qualité de la science, de la façon dont elle est véhiculée? Oui, c'est sûr, parce que les codes d'écoute, ça va dépendre de comment on peut stimuler les gens. Puis c'est pas nécessairement en disant des choses vraies qu'on va stimuler les gens. Fait que ça incite beaucoup à raconter toutes sortes de choses qui sont fausses ou des tromperies ou des trucs comme ça parce que en bout de ligne, tu sais, il faut que la chaîne vive. Pour qu'elle vive, il faut qu'elle présente des choses qui vont stimuler les gens. Puis on va essayer de faire compétition avec les autres, d'essayer de présenter les trucs les plus hors du commun possible. Fait que puis on devient tellement inondé, tu sais, c'est pas comme s'il y avait juste 3-4 chaînes. Tu sais. Je me rappelle quand j'étais petit, on avait 3 postes de télé, où est-ce qu'on était, qui étaient en français, dans ma petite ville natale. Puis c'est plus ça du tout, là. Puis ils font compétition en plus avec Internet et tout ça. Ça fait en sorte que tu sais, c'est plus il n'y a pas nécessairement un intérêt à montrer des choses qui sont sérieuses. Puis oui, ça m'inquiète dans un sens parce qu'on est accès à tellement d'informations que ça devient difficile de distinguer le vrai et du faux. Puis pour vraiment être capable de bien distinguer le vrai et du faux, des fois, il faut avoir une expertise dans le domaine. Puis ça, on peut pas le développer partout. Fait que ça devient un peu inquiétant. Puis ça a des répercussions, tu sais, juste par exemple, si on parle des changements climatiques, tu sais, combien de personnes qui vont nier, par exemple, les changements climatiques, c'est commun. C'est parce qu'on a tellement de sources d'informations qui sont trompeuses. Puis c'est pas nécessairement volontairement trompeuse, mais c'est que l'information a été contrôlée. Tu sais, comme avant, lorsqu'on avait des journaux avec des éditoriales, tu sais, on fait s'attendre à avoir un contrôle de qualité. Tu sais. Mais maintenant, les informations viennent de partout. Là. Il y a de la distorsion. Oui, il y a énormément de bruit de fond. Là. C'est comme ça, on n'arrive plus à trouver le bon signal à travers ça. Puis je comprends les gens, c'est comme à qui faire confiance. Puis pourquoi faire confiance tel, c'est qu'il faut y aller avec, on faut faire notre possible. Je veux tout le monde, moi aussi là. Je veux dire, je m'y connais pas dans tous les domaines. J'essaie de me fier le plus possible aux scientifiques, mais des fois que j'ai de la misère à trouver, c'est quoi la position la plus, c'est quoi le consensus. Oui, puis un scientifique dans les médias, c'est barbant. C'est-à-dire que sur un plateau de télévision, je sais, j'en fais, là, tu reçois quelqu'un qui vient de parler d'une histoire d'extraterrestres, de fantômes, etc. Il fait vite rêver. Là, son discours fait rêver immédiatement, alors que le scientifique, lui, arrive, il est un peu barbant. Il doit d'abord, dans un premier temps, mettre la table en place pour nous dire, bon, ben voici comment que ça se passe, voici ce que c'est que la science, et ensuite décanter sa matière. Alors que celui qui arrive, qui nous raconte une histoire de fantômes, on est déjà parti, on est déjà en train de rêver. Mais en même temps, ça fait partie un peu de la culture. Là. Ça fait longtemps, l'histoire de fantômes qui existent. Ouais. Je pense qu'on peut revenir assez loin dans le passé. Puis il y avait quand même
des croyances en la vie après la mort ou des manifestations. Oui, mais là, je parlais, là, j'ai mentionné les fantômes, mais c'est vrai également que quelqu'un nous parle d'ovnis ou nous parle de monstres ou de n'importe quoi. Rapidement, il nous fait rêver, alors que le scientifique, tu comprends, le biologiste qui arrive, qui dit, bon, écoutez, je vais vous parler du monde du Loch Ness, mais d'abord, il faut que je vous explique que les dinosaures étaient des animaux qui respiraient de l'air. Il est quasiment en train de nous donner un cours de paléontologie, alors que l'autre, lui, est déjà parti. Là, on est déjà en train de rêver. Là. Moi, je me vois déjà sur le Loch Ness avec mon lasso en train d'essayer de capturer Nessie, là. On aime les histoires, tu sais, l'humain est fait pour aimer les histoires, tu sais, qu'on nous raconte quelque chose, tu sais, que c'est pas juste une série d'explications, mais que ce soit une histoire, que ce soit ça qui est intéressant. Les conteurs, c'est super intéressant. C'est quelqu'un qui est un bon conteur. Je pense que c'est un de tes forces, être capable de compter les choses. C'est ce qui te rend, c'est ce qui stimule les gens, entre autres. Mais c'est sûr que les scientifiques, on n'est pas obligé, on n'est pas habitué de compter des histoires. On est habitué d'avoir un discours qui est très, très froid pour certaines personnes. Mais ça a bien été ce soir, M. Plouffe. Oui. Ça a bien été. Ben, merci encore une fois, Danny, d'avoir participé à cette émission. On va sûrement refaire des trucs ensemble. Encore une fois, merci pour cette intervention. Merci beaucoup. Bye-bye. Danny Plouffe est docteur en physique et chercheur à l'Université McGill. On fait une courte pause, on revient. Radio X Files. Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. « 21h49. La bonne nouvelle, Christian, c'est que ce soir, aucun des chasseurs de fantômes auquel tu t'es attaqué nous a contacté ce soir pour nous insulter. Je me suis pas attaqué à aucun chasseur de fantômes. Je ne fais que critiquer. Ah, ouais. Parce que, mais tu comprends, Yannick, il est là un peu aussi l'aspect un peu amusant de la chose. Ouais. C'est que dans le domaine de la science, quelle qu'elle soit, moi-même, je dis des choses, puis si des gens disent « Ah non, Christian Page a tort », moi, je suis tout à fait ouvert que quelqu'un arrive avec un argumentaire solide en disant « Tu as dit ceci, voici, il y a une recherche qui montre que tu as tort, puis je vais regarder la recherche, puis ça va me faire plaisir, puis s'il y a un mea culpa à faire, je vais le faire. » Parce que ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'évolution du discours, ça fait partie de l'évolution de la science. Le mécanisme de la critique est un mécanisme qui fait partie de la science. Alors moi, je le dis, là, les gens qui nous écoutent ce soir, là, amusez-vous à aller critiquer des chasseurs de fantômes. Allez sur des sites de chasseurs de fantômes, là, puis lancez simplement un truc genre « Êtes-vous sûr de ça? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre explication? » Très rapidement, vous allez vous faire flusher. Parce que la critique n'est pas admise. Ces gens-là sont dans un mécanisme de croyance et en fait, le principe, il est simple, c'est ou bien tu es avec moi ou tu es contre moi. Donc, il n'y a pas de démarche dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas d'aspect critique. Et c'est un petit peu ce qui fait que moi-même, je suis si détesté dans ce milieu-là, parce que je critique beaucoup, et les gens n'ont pas d'argumentaire à proposer bien souvent. Alors, ça se termine dans l'insulte, les gros mots, merci, bonsoir, je suis un camp. Écoute, il y a déjà un chasseur de fantômes au Québec qui a dit que j'avais des problèmes psychiatriques parce que je mesurais 5 pieds 5. Fait que tu dis, bon, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, là? Un argument, bon, OK, ça doit être ça, c'est peut-être parce que mon cerveau est plus proche du sol, tu sais, ça circule moins bien. Tu sais, il n'y a pas d'argument que tu peux sortir à ça. Fait à un moment donné, tu es un peu limité. Moi, au contraire, je suis tout à fait ouvert à ça. Comme Danny Plouffe disait, tu sais, si les chasseurs de fantômes... Et là où moi, je dirais que je suis... C'est vrai qu'à quelques reprises, lorsque Danny Plouffe et moi avons commenté des choses, notamment cette émission à JE où il parlait, c'est vrai que lui est moins méchant, il est plus, comme on dit, il est plus diplomate. Moi, j'avoue que j'ai perdu un peu cette illusion-là, parce qu'à un moment donné, les gens disaient, oui, mais les chasseurs de fantômes sont un peu naïfs. Et lui-même, Danny a repris ça aussi dans son discours, ces gens-là sont de bonne foi, ils sont simplement un peu naïfs. Je n'y crois plus. Et je n'y crois plus pour plusieurs raisons, Yannick. Il faut savoir que, supposons toi, je vais te donner un exemple assez simple. Supposons que toi, tu achètes un mélange à gâteau dans un magasin, un supermarché, et à chaque fois où tu fais la recette en question, bon, tu mets tes œufs, tu mets ta farine, le gâteau ne monte pas. Il monte jamais. Et là, bien évidemment, tu te retrouves sur toutes les tribunes à dire, ce maudit mélange à gâteau-là, c'est de la chenoute, ça fonctionne pas, voilà, bon, puis tu critiques. Et là, soudain, il y a un cuisinier qui dit, mais attention, Yannick, regarde comment tu fais ton mélange à gâteau, tu t'y prends mal. Tu mets ta farine avant de mettre tes œufs.
Alors, mets tes œufs en premier, mets ta farine ensuite et tu vas voir que ça va fonctionner. Tu le laissais, ça fonctionne. Si le coup d'ensuite, tu reviens à ton ancienne méthode, puis que ça ne monte pas, puis tu te mets à critiquer, est-ce qu'on pourra parler à ce moment-là de naïveté ou de mauvaise foi? C'est de la mauvaise foi. Oui. C'est exactement ce qui se passe avec les chasseurs de fantômes. Il y a énormément de littérature qui a été publiée. Il y a des ouvrages entiers qui ont été faits par des scientifiques qui se sont penchés sur les chasseurs de fantômes, qui ont décrié leur façon de faire en disant « Ah, voici l'erreur que vous commettez, voici une mauvaise utilisation de tel ou tel appareil, comment que ça devrait fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut? » Encore une fois, Gare, on le dit ce soir, il faut, pour pouvoir avoir des données valables, il faudrait que les appareils soient placés dans une cage de Faraday. D'après toi, on le dit là ce soir, on peut mettre le même sur Internet. Demain, combien de chasseurs de fantômes au Québec vont mettre leurs appareils dans des cages de Faraday? Aucun. Zéro. Parce que, soudainement, les appareils vont devenir muets. Les petites lumières vont cesser de clignoter. Le fantôme va disparaître. Donc, est-ce que c'est de la mauvaise foi ou de la naïveté? La mauvaise à mon foi. avis, c'est la mauvaise foi. On vient de te dire quel est le mode d'emploi à suivre pour obtenir des résultats qualitatifs. Et si tu en obtiens, tant mieux. On pourra dire, voilà, on a des données qui permettent de penser que peut-être les fantômes sont là, puis ils sont autour de nous. Voilà, pour la première fois, on a des données valables. Non, aucun d'entre eux va faire ça. Pour la simple et bonne raison que c'est pas ça qu'ils ont envie de faire. Ils ont envie de se divertir et ces appareils-là leur donnent une impression qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'ils obtiennent des données qu'ils peuvent interpréter et ça entretient une espèce de mythe, un classique. Alors qu'ils savent très très bien quelles sont les méthodes à utiliser et ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, moi je le répète depuis des années, Danny Plouffe l'a mentionné et il y a plein de critiques qui ont mentionné ça. Pourquoi faites-vous des chasses aux fantômes dans l'obscurité? Moi, la première fois que j'ai posé cette question-là à des chasseurs de fantômes, ils m'ont répondu, on fait nos recherches de chasseurs de fantômes la nuit, parce que la nuit, il y a moins de bruit dans l'environnement. Donc, moins de véhicules qui circulent sur les routes, moins... Parfait, mais ça ne vous empêche pas d'allumer des lumières, là, quand il est 3 heures du matin, allumer des lumières. S'il y a un bruit, s'il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui cogne, on va le voir, et là, on pourra savoir, est-ce que c'est une porte qui s'est ouverte, est-ce que c'est un courant d'air, est-ce que c'est un objet qui a roulé sur le sol, au lieu de simplement entendre un bruit dans l'obscurité et qu'on interprète ça comme étant peut-être la démarche d'un esprit ou d'un fantôme. Allumez les sapristies de lumière. Combien le font? Zéro. Pourtant, ils le savent. Tout le monde l'a répété. Tous les critiques ont mentionné ça. Mais ils ne le font pas. Alors moi, excuse-moi Yannick, je ne peux plus croire qu'il s'agit ici de la naïveté. C'est essentiellement de la mauvaise foi. Voilà, tout est dit. On va se laisser là-dessus, mon cher Christian. Je te souhaite de passer. Fais pas trop de cauchemars. Non, c'est juste que je vais retourner chez moi. Donne pas mon adresse à personne. Je vais entendre des courriels rentrer dans mon téléphone cellulaire, c'est clair. Christian Page travaille pour le gouvernement, blablabla. C'est un conspirationniste, un agent, un Illuminati. Je te souhaite à toi ainsi qu'aux auditeurs de passer un excellent week-end et on se rejase vendredi prochain. La semaine prochaine, absolument. S'ils te retrouvent pas, là. Ouais, c'est ça. Salut! Ça marche. Salut. Bon week-end à tout le monde. X-Files. Radio X.